Bonsoir à toutes et tous. Mes chers collègues, nous allons ouvrir notre séance. Merci au public pour son attention et sa fidélité, jamais démentie. Quelques absents tout d'abord à prendre en compte. D'abord des retards. Madame Hirsch, Bernadette sera en retard, donc procuration à Madame Fossé, Madame Agnès Fossé, voilà. Monsieur Bruno Quéré sera en retard également, procuration à Philippe Farjon. Sont excusés Didier Bladou, procuration à Sandrine Jovenet. Daniel Chrétien, procuration à Françoise Cossec. Jessica Castex, procuration à Maël Fétou. Nancy Traoré, procuration à Alain Marc. Et Émilie Masseron-Cazin, procuration à Philippe Valmier. Voilà, mes chers collègues, si vous l'acceptez, surtout si elle l'accepte, nous pouvons demander à Madame Soula Monique d'être secrétaire de séance. Et je lui passe la parole. Ah, c'est à côté. Oui, merci Monsieur le maire. Bonjour à tous, bonjour chers collègues et bonjour cher public. Je vais procéder à l'appel. Patrick Bobet. Présent. Bernard Junca. Présent. Emmanuel Angelini. Présent. Dominique Vincent. Présent. Virginie Monnier. Présente. Odile Leclerc. Présent. Denis Cancard. Présent. Bérangère Dupin. Présent. Gounaël Lamarck. Présent. Bénédicte Salin. Présent. Philippe Farjon. Monique Soula. Présente. Danette Chrétien. Excusez procuration. Philippe Valmier. Présent. Françoise Cossec. Présent. Alain Marc. Présent. Agnès Fossé. Présent. Sandrine Jovenet. Présente. Thierry Valex. Présent. Didier Bladou. Excusez procuration. Bernadette Hirschwey en retard. Nathalie Soares. Présent. Nancy Traoré. Excusez procuration. Sébastien Labatte. Présent. Géraldine Audebert. Présent. Émilie Masseron. Et excusez procuration. Grégoire Reddy. Maël Fétou. Présent. Jessica Castès. Excusez procuration. Bruno Quéré. Retard. Claire Layan. Claire Layan a répondu, j'ai pas entendu. Excusez-moi. Emmanuel Chaugnot. Christine Collin. Jean-Bernard Masseron. Et Patrick Alvarez. Voilà, je vais procéder à l'ordre du jour. Alors d'abord, approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 26 juin 2018. Mes chers collègues, est-ce que ce PV appelle de votre part des remarques, des demandes de modification, des ajouts, des retraits, des précisions? Ce n'est pas le cas manifestement, nous l'approuvons en l'état. Merci beaucoup et on félicite les rédacteurs et rédactrices de ce document. Madame la secrétaire. Oui. Communication des décisions du maire prises en vertu de l'article L 2122-22 du CGCT. Voilà, mes chers collègues, je ne vais pas vous abreuver de chiffres et d'items ou de paragraphes. Vous avez ça sous les yeux. Je suis plutôt à votre disposition s'il y a des sommes qui vous étonnent, des décisions qui vous étonnent. Voilà, je suis prêt à y répondre, bien évidemment. Ce qui est peut-être revient chaque année, ce sont les tarifs municipaux que nous augmentons de 2% chaque année. On avait décidé ça il y a quelques années. Il y a des années où on n'est pas tout à fait à 2% en termes d'inflation. D'autres, on est au-dessus de 2%. C'est le cas cette année, puisque nous sommes à 2,3%. Les derniers chiffres nous sont arrivés il y a moins d'un mois. Sur les 12 mois courants, nous sommes à 2,3%. Donc, nous sommes largement dans la fourchette. Monsieur Alvarez ou Monsieur Marceron, je sais pas, Monsieur Alvarez. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, bonjour. Je vous avais demandé le détail, enfin, si on pouvait avoir, là c'est global, je suppose, les 2%, et pour avoir une fourchette plus précise, enfin, on a les annexes, de les avoir à disposition, si c'était possible. Oui, c'est tout à fait possible, tout à fait. Dans les chiffres que nous avons, dites-moi si on a des... Voilà, on a ça. Culturel, par exemple. Oui. D'accord. Non, ce que je voulais savoir, si on avait surtout des dépassements de parcours, on arrondit parfois, donc le 2 peut se transformer en 2,1, 2,2, ça peut arriver, bien sûr. Voilà. Mais on pourra vous communiquer sans problème la liste précise, hein, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, donc je pourrais vous donner ça sans problème. Sur les autres décisions, il n'y a pas de questions précises. Merci, donc il n'y a pas de vote, vous le savez, c'est une obligation qui nous est faite de vous le dire au fur et à mesure. Merci.
Dossier numéro 1, délégation de service public de la restauration collective, création d'une instance de contrôle et de suivi, rapporteur Bernard Junca. Monsieur le maire, chers collègues, ce dossier fait suite au choix que nous avons fait le 26 juin 2018 de la société LRS en tant que délégataire de notre service public de restauration, avec 3 objectifs principaux. Assurer une qualité de service, ça va sans dire, accroître la capacité de production de la cuisine centrale et augmenter le montant de la redevance perçue par la commune. L'une des obligations, mais je dirais l'un des intérêts de la délégation de service public, c'est aussi d'avoir une possibilité de contrôle du délégataire, c'est-à-dire de s'inscrire dans une gouvernance dédiée pour le contrat en créant une instance spécifique. C'est la création de cette instance que nous vous proposons ce soir. En fait, le suivi du contrat pour replacer à quel niveau se situe cette instance. Eh bien, le suivi peut être situé à 3 niveaux. Ce qu'on appelle le suivi opérationnel qui est réalisé mensuellement par le service gestionnaire, en l'occurrence chez nous le service éducation. Le deuxième niveau de suivi qui est un suivi transversal avec une revue de direction du contrat qui est un contrôle coordonné trimestriel et qui fait intervenir les différentes directions de notre commune ainsi que les services de Bordeaux Métropole en cas de besoin. Et en fait, le troisième niveau, celui auquel se situe cette instance de contrôle, le comité de pilotage et d'autosurveillance chargé de l'inspection générale du contrat 2 fois par an. La mission de ce comité de pilotage et d'autosurveillance, c'est de proposer les ajustements nécessaires à l'avis du contrat, d'assurer bien sûr un contrôle sur place et sur pièce, de solliciter du délégataire les expertises du service et tout document qui jugera utile, de convoquer bien sûr les représentants de l'entreprise, d'étudier le rapport annuel transmis par le délégataire et de veiller à un contrôle financier du contrat. Vous voyez donc que les pouvoirs de cette instance ne sont pas négligeables. Ce comité de pilotage est une assemblée qui est dirigée par le maire en qualité de président, ainsi que d'un collège de 5 élus qui peuvent être aidés dans leurs activités, dans leurs travaux, par des personnalités qualifiées en cas de besoin, qui peuvent être des agents de la ville de Bouscat ou de Bordeaux Métropole, ou des spécialistes extérieurs, personnalités qualifiées, que l'on convoque en fonction du sujet qui est traité. Voilà, chers collègues, la création de l'instance qui vous est proposée ce soir à vos votes. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Y a-t-il des demandes de parole? Monsieur Alvarez. Oui, Monsieur le maire, vous avez raison dans la note de synthèse de dire que c'est une étape systématique dans la vie du contrat, une étape très importante que nous avions donc formalisée lors de la commission d'appel d'offres, et c'est l'aboutissement, je m'en réjouis. Conformément à ce qui a été dit, on attend que les responsables de la commission d'appel d'offres, évidemment, soient pleinement saisis et de la participation à ce comité de pilotage. Ce sera tout à fait le cas, et pas plus tard que cet après-midi, j'étais à la métropole pour les mêmes raisons que cette commission de contrôle de tous nos délégataires. Nous avions le contrôle de Keolis et de Suez, pour tout vous dire, et ce sont des choses très pointues, très profondes, et on y passe du temps. Je peux vous affirmer qu'on y passe du temps. Nous prononçons, mes chers collègues. Est-ce qu'il y a des votes contre, abstention, vote pour, unanime? Merci bien. Dossier numéro 2, dérogation au repos dominical, avis du conseil municipal. Rapporteur Bernard Junca. Oui, il s'agit d'un dossier qui va devenir récurrent dans la suite de la loi du 6 août 2015 qui porte de 5 à 12 le nombre maximal de dérogations au repos du dimanche. Au-delà des 5 dimanches, et là on nous rappelle un petit peu la méthode de fonctionnement qui a été mise en place. Donc au-delà de 5 dimanches, nous saisissons l'établissement public de coopération intercommunale pour avis conforme, et ensuite les maires sont chargés par arrêté de préciser les dates d'ouverture. Nous apportons également par le biais de la loi El Khomri des modifications, et on instaure la possibilité en cours d'année civile de modifier la liste des dimanches arrêtés, à condition que ce soit dans la limite des 12 et dans le respect de la procédure 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.
Et puis, autre élément de consolidation, depuis que cette loi a été promulguée, est entrée en vigueur plus exactement, les communes de la métropole participent à une réunion de concertation annuelle avec la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, la direction économique de Bordeaux Métropole, les représentants de grandes enseignes, des centres commerciaux et bien sûr des fédérations professionnelles, de façon à dresser le bilan de l'année écoulée et peut-être aussi procéder à un certain nombre d'ajustements dans ces dates d'ouverture dominicales. Donc, sur l'ensemble de l'agglomération, il y a 8 ouvertures dominicales annuelles selon le calendrier qui est produit. Chaque commune a l'option d'un 9e dimanche au choix. 4 dates sont proposées pour l'année 2019. 13 janvier, qui est le premier dimanche des soldes d'hiver. Le 30 juin, qui est le premier dimanche des soldes d'été, le 8 septembre, le deuxième dimanche de la rentrée scolaire, et les 5 dimanches de décembre, 1, 8, 15, 22 et 29. En 2018, nous avions entériné le principe de 8 ouvertures dominicales. On vous propose pour 2019 de retenir ce calendrier au principe de la continuité d'ouverture sur la fin d'année. Et le dimanche, au choix de la mairie, en raison de l'actualité de notre commune et plus particulièrement des travaux du tramway, nous pensions pouvoir vous proposer de le choisir au moment, à partir de septembre prochain, au moment où le tramway sera dans sa phase de marche à blanc, d'essai, autrement dit, bien de choisir peut-être cette date supplémentaire à ce moment-là, de façon à ce que les riverains puissent s'approprier de nouveau les zones commerciales traversées par le tramway. Merci beaucoup. Madame Layan. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, je pensais que sur le dossier numéro 1, nous devions voter sur la consistance du comité de pilotage. Et nous l'avons fait. Sur la création, mais on... Pardon. Sur les noms, excusez-moi. Je croyais que Bernard Jeannet, vous avez donné les noms, autant pour moi. Ah, alors, comme nous nous sommes dit hier, je propose que nous gardions les mêmes que la commission qui a travaillé sur la création elle-même, c'est-à-dire Dominique Vincent, Virginie Monnier, Sébastien Labatte, Patrick Alvarez et Christine Collin. Et Bernard Juncker me suppléera dans la présidence de cette commission. Voilà, c'est ma proposition. Donc je vais vous la resoumettre au vote. Je croyais que Bernard Juncker vous l'avait donné, autant pour moi. Comme on avait parlé de la continuité de la commission, c'était tellement entendu mais ça va mieux en le disant. Vous avez raison. Voilà, donc nous nous prononçons quand même. Abstention, ça n'est pas le cas. Vote contre, je suppose que non. Vote pour, unanime, merci. Alors maintenant, sur cette dérogation, nous allons voter également. Y a-t-il des abstentions ? Monsieur Alvarez, pardon. Quelques petits mots sur cette dérogation récurrente. Alors, c'est vrai que le Code du travail réaffirme le principe du repos dominical. Pour mieux le saborder, évidemment, puisque en bon juriste français, on met une règle et ensuite on met toutes les exceptions qui vont saborder cette règle. Et je fais confiance à nos amis de La République En Marche, qui ont un génie créatif et inventif dans ce domaine, puisqu'on nous annonce pratiquement une ouverture dominicale non-stop, avec peut-être demain aussi des magasins ouverts 365 jours par an, 24 heures sur 24. Bon, j'ai quand même une inquiétude sur ça parce que on me parle depuis 2 ans de réunions annuelles avec la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux pour avoir un bilan. On n'a toujours pas de bilan en termes de création d'emplois, en termes de pouvoir d'achat. Je suis certain que l'ouverture du dimanche n'a pas créé le moindre centime d'euro de pouvoir d'achat pour les citoyens. Mais par contre, est-ce qu'on a un bilan financier, justement sur le bilan des magasins et de création d'emplois, puisque c'est, nous dit-on là aussi, le but de sauver les emplois. Et ça fait 2 ans qu'on demande le bilan, et la CCI se réunit, et on voudrait, modeste conseiller municipal que nous sommes, avoir ce bilan sur le Bouscat, parce que dans les zones touristiques, on peut comprendre. J'ai pas vu des milliers de touristes le dimanche dans les rues du Bouscat essayer de trouver des magasins ouverts. Donc, je suis très sceptique. En tous les cas, je voterai contre cette délibération.
Oui, le pouvoir d'achat, malgré tout, je crois qu'il est un peu positif pour les salariés de ces enseignes, malgré tout, même si c'est un travail qui n'est pas toujours aussi volontaire qu'on veut bien nous le dire. Là-dessus, je partage votre avis. Ce sera très difficile d'avoir un bilan sur le Bouscat, surtout dans la période que nous connaissons depuis 2 ans, et on en a encore pour une année entière, avec les travaux que vous connaissez. Je crois que la période est mal choisie pour qu'on ait un bilan qui soit exploitable, qui veuille dire quelque chose. Mais plus globalement, bien sûr, on pourra. Et puis ensuite, quand le tramway roulera dans une grande allée maintenant, on pourra beaucoup plus facilement savoir quel est l'impact réel de cette ouverture dominicale. Pas d'autres prises de parole, d'autres commentaires. Nous nous prononçons. Abstention, personne. Vote contre, Alvarez, bien sûr. Vote pour le reste du conseil municipal. Merci, mes chers collègues. Dossier numéro 3, mutualisation des archives de la ville et du CCAS. Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc Emmanuel Angelini. Voilà. Lors du dernier conseil municipal du 26 juin, il a été validé le principe de participer au cycle 4 de la mutualisation et ainsi de mutualiser le domaine des archives. Donc aujourd'hui, il convient, dans le cadre de cet élargissement des missions mutualisées, de signer avec Bordeaux Métropole un avenant à la convention cadre et un avenant au contrat d'engagement. La valeur des archives à transférer a été réévaluée au plus juste à 300 mètres linéaires. La compensation financière à verser par la ville à Bordeaux Métropole pour l'année 2019 est estimée à 31 398 €. Puisque dans la dernière délibération, nous avions convenu que le mètre linéaire était à 101,10 €. Les fonds d'archives définitifs de la commune du Bouscat seront confiés au service commun porté par Bordeaux Métropole à partir du 1er janvier 2019, qui en assurera sous l'autorité hiérarchique du président de Bordeaux Métropole et sous l'autorité fonctionnelle du maire du Bouscat, la conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication. Ainsi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer avec Bordeaux Métropole l'avenant numéro 2 à la convention cadre, ainsi que l'avenant numéro 3 au contrat d'engagement entre Bordeaux Métropole et la commune du Bouscat. Merci. Il est évident qu'en termes de sécurité juridique, c'est quand même extrêmement précieux de pouvoir s'appuyer sur la métropole, et c'est ce que nous faisons, en l'occurrence. Monsieur Alvarez. Oui, je m'étais abstenu donc sur le processus de mutualisation. Je continuerai sur la même veine, même s'il y avait un petit appât là dans le dossier qui est pas négligeable. Hein. Le coût des locaux, évidemment, va être payé par les nouveaux arrivants, ceux qui ont refusé la mutualisation. Alors c'est une carotte financière. Bon, à mon avis, c'est un système qui n'est pas très juste quand même pour les nouveaux arrivants, mais bon, c'est un système qui a été décidé à la métropole, je pense peut-être même à l'unanimité. C'est la CLECT qui l'a décidé à l'unanimité, effectivement. Voilà, donc je continue à le dénoncer ici. Vous savez, les affaires juridiques sont un peu comme les affaires financières, c'est parfois difficile de comprendre. Il faut s'arrêter à un temps T. Aujourd'hui, ceux qui mutualisent, dont le Bouscat, n'ont pas besoin de nouveaux bâtiments parce que la métropole les a. Donc on s'installe tous ensemble. Quand d'autres villes arriveront par le futur, il faudra construire de nouveaux, mais est-ce qu'elles viendront ? C'est l'hypothèse pour l'interrogation. Il faudra construire de nouveaux locaux. Quels se paieront en mutualisant. Voilà le raisonnement intellectuel, éthique ou non éthique, équitable ou non équitable, ça je vous laisse juge, mais que la CLECT, dans son unanimité, a décidé. Voilà, mais vous avez raison, on a tout intérêt, c'est une carotte, on a tout intérêt à mutualiser tout de suite, sans plus attendre. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous le faisons, vous avez compris, c'est pour des raisons de sécurité juridique absolue, et de qualité de la conservation, bien sûr. Cela étant, nous nous prononçons, abstention, monsieur Alvarez, d'accord, vote contre, il n'y en a pas, vote pour, l'ensemble du Conseil. Merci, mes chers collègues. Dossier numéro 4, décision modificative numéro 2 au budget principal 2018. Rapporteur, monsieur le maire. Merci, madame la secrétaire. Peut-être avant d'entrer dans les détails, il y a quelques éléments à bien comprendre aussi pour le public, ça sera beaucoup plus simple. Nous avons pris quelques décisions où nous avons pris acte surtout de quelques situations. Prendre acte de situations, c'est par exemple comprendre que nous ne ferons pas les travaux de la salle de sport Jean Martial cette année. Pas plus que nous ne démarrons concrètement les travaux de l'infrastructure à Jean Jaurès. Nous sommes au mois de septembre, on est bien conscient que dans 3 mois, ça ne sera pas démarré. On en est très conscient. L'année prochaine, ça sera complètement démarré. On est bien d'accord. Ce qui nous permet effectivement, dans cette décision modificative, de retirer ces sommes-là en non-dépenses d'investissement. De la même manière, en face, on va enlever des recettes d'emprunt qui étaient prévues.
Les choses sont assez simples. Deuxième constat, les travaux de la délibération sont tels que nous avions imaginé l'achat des eurodateurs, les fameux eurodateurs. Donc nous allons surseoir momentanément à cet achat, bien sûr, pour le reporter vraisemblablement après les travaux. Enfin, le vraisemblablement est de trop d'ailleurs, pour le reporter après les travaux, purement et simplement. Donc ça, en investissement, on va enlever les 700 000 euros que vous avez sous les yeux. De la même manière, dans le fonctionnement, nous allons retirer en non-dépenses le service que nous allons mettre en place pour le contrôle de ces eurodateurs, à savoir 4 personnes, un chef de service, une secrétaire et 2 agents. Voilà ce qui était prévu. Donc, bien sûr, nous allons le retirer, ce qui va nous permettre de dégager aussi une certaine somme que l'on va garder en fonctionnement, mais positive cette fois de dépenses, pour la concession, pour la délégation de service public, qui est amorcée depuis le mois de septembre. Voilà, vous ayant donné un peu ces grandes lignes, vous allez mieux comprendre effectivement les chiffres que l'on a sous les yeux. Je démarre par le fonctionnement, peut-être tout d'abord. Au chapitre 012, le 012, donc je vous disais, c'est 150 000 euros correspond donc à l'abandon des charges de personnel de ce fameux service pour les eurodateurs, pour le stationnement payant. Nous sommes ensuite au chapitre 022, il s'agit de dépenses imprévues que nous allons abandonner pour les retrouver dans les dépenses imprévues. Nous les sortons dans nos dépenses imprévues pour les remettre dans des dépenses qui nous arrivent. C'est le dossier suivant, des créances non recouvrables. De la même manière, le 65, c'est 159 200 euros. Donc sortez tout de suite les 9 200 qui correspondent à ce que je vous disais à l'instant dans les dépenses imprévues que nous retirons pour les mettre dans les créances non recouvrables. Il vous reste 150 000 euros. 5 000 de subventions pour les commerçants, on va en parler dans un moment, et 145 000 qui correspondent à cette fameuse subvention pour la DSP restauration. Voilà pour le fonctionnement. Pour l'investissement, nous sommes donc sur le chapitre 23, 1 719 000, qui se décompose, ce sont les 2 points dont je vous ai parlé, l'écostructure à hauteur de 419 000 euros et la salle Jean-Martial à hauteur de 1,3 million. Nous sommes bien sur 1 719 000 euros. Le chapitre 21, 800 000 euros se décompose en 2, 700 000 euros d'eurodateurs, donc que nous abandonnons, et 100 000 euros que nous abandonnons, mais pour le repasser dans le dossier suivant, enfin dans le chapitre suivant, le 204. Donc il y a les 800 000 euros, en fait c'est 700 000 euros et 100 000 que l'on passe dans le 204. Le 204, donc c'est ces fameux 100 000 euros qui se répartissent entre 50 000 euros pour le SDEG, 40 000 pour Numéricable et 10 000 pour Orange, voilà, tout simplement. Les 100 000 euros de subvention que vous avez ensuite au chapitre 27 correspondent à la subvention, enfin, c'est pas une subvention, c'est une ligne de trésorerie, une avance de trésorerie que nous faisons au CCAS. C'est la raison pour laquelle on a 100 000 en dépenses, nous leur donnons, 100 000 en recettes parce qu'ils vont nous le rendre. Nous l'avons voté tout à l'heure au CCAS. Et ce qui vous explique ensuite le chapitre 13 et 16 en recettes que nous abandonnons. Le 13, c'est la subvention que nous devions toucher pour l'achat des eurodateurs de Bordeaux Métropole. Donc n'achetant pas, il n'y a pas de subvention bien sûr. Et les emprunts dont je vous ai parlé que nous allons reporter quand nous investirons dans ces eurodateurs et immobilisation également de l'éco-crèche et de la salle Jean-Martial. Voilà, tous ces chiffres trouvent explication et donc c'est la raison pour laquelle nous avons des budgets équilibrés, 2,3 millions d'un côté et 0 de l'autre en fonctionnement. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous donner, j'espère que le public aura compris avec la présentation avant de partir dans les chiffres pour que les choses soient à peu près claires pour tout le monde. Monsieur Alvarez. Oui, monsieur le maire. Bon, n'ayant pas voté le budget, je ne voterai pas la décision modificative. Cela étant, alors si pour des raisons techniques, je comprends parfaitement que des travaux qui ne sont pas engagés au mois de septembre et qui sont assez lourds ne soient pas mis en œuvre et sortent donc du chapitre investissement. Cela étant, je précise que ça n'a aucune incidence sur les finances puisqu'effectivement, vous avez dans la même opération réduit de 2 129 000 la prévision d'emprunt. Cela étant, c'est toujours le débat qui nous oppose sur l'investissement. On a voté un budget primitif avec 10 164 000 euros d'investissement et on va se retrouver en fin d'année avec un budget de 7 800 et quelques mille euros d'investissement. Ce qui veut dire c'est que dans ces investissements, il y a aussi des choix, par exemple des enfouissements qui ne seront pas faits jusqu'à la fin de l'année et qui sont nécessaires au Bouscat. Et je pense qu'ils auraient été utiles d'abord pour la ville et ensuite pour le soutien de l'activité économique et des entreprises dans une période assez difficile. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons, mais la raison principale, effectivement, n'ayant pas voté le budget, je ne voterai pas la décision modificative qui fait descendre nos investissements à 7 millions. Je comprends. Madame Layan ?
c'est le même cas pour nous. Nous n'avons pas voté le budget, donc nous ne voterons pas non plus cette décision modificative. Merci, c'est assez logique. Merci. Monsieur... Et c'est le même cas pour moi, donc n'ayant pas voté le budget, donc je raisonnerai de la même façon. Moi aussi, je voulais intervenir sur l'enfouissement. C'est quand même un peu dommage que, je pense par exemple à la fibre optique, il y a encore des endroits où c'est pas encore fait, alors que juste à côté c'est fait, c'est quand même pas très très logique tout ça, même si je sais que notre responsabilité est peut-être limitée là-dedans, mais enfin voilà. Donc comme mes petits collègues, je voterai contre. Alors contre, enfin on verra tout à l'heure, si c'est contre ou abstention, enfin nous verrons. Les enfouissements, je vais commencer par ça. Nous les faisons, nous avons inscrit 800 000 € et nous les dépensons. Premièrement. Deuxièmement, c'est une enveloppe métropolitaine. On n'a pas la main dessus. Il y a des critères d'attribution, donc voilà, il faut bien comprendre ça. Après, on est dans des domaines de compétences que nous avons ou que nous n'avons pas. En l'occurrence, c'est la métropole qui a cette compétence. Donc les enfouissements, nous les faisons. En revanche, si nous inscrivions, imaginons 1 million de plus dans les enfouissements, cette somme-là nous manquera l'année prochaine pour financer notre infrastructure et notre salle Jean Martial. Parce que moi, quand j'ai dépensé 1 million, il est dépensé, il est plus dans ma poche. Donc ça veut dire qu'on grossit le budget. Là, vous nous reprochez de le reporter, ce qui est vrai, j'entends très bien. Sauf qu'il y a les aléas, les entreprises ne sont pas prêtes, les délais les délais politiques ne sont pas les délais des entreprises, ni des marchés financiers, ni des marchés publics, pardon. On ne maîtrise pas tout ça. En revanche, le budget qui a été voté, nous le ferons l'année prochaine. Il n'est pas question de dépenser prématurément des sommes que nous n'avons pas, parce que ces sommes, nous ne l'aurions pas deux fois. Il faut bien comprendre. Mais je comprends à la fois votre argument et votre raison de ne pas voter cette modification, n'ayant pas voté le budget. Ça, je comprends parfaitement. Mes chers collègues, Monsieur Juncker, pardon. Oui, simplement pour bien confirmer que notre programme d'enfouissement n'est pas affecté par ces modifications, et nous tenons à votre disposition la liste des voies qui étaient prévues pour l'année budgétaire concernée et qui n'a pas bougé. En ce qui concerne la fibre optique, vous faites une petite confusion entre enfouissement et fibre optique. Nous enfouissons, mais la fibre optique, ce sont les opérateurs qui la développent. Oui, ce sont les opérateurs. Nous, on veut bien l'enfouir quand elle est là. Quand elle est là, on l'enfouit, si on a décidé d'enfouir. Mais quand elle n'est pas là, c'est pas nous qui allons développer la fibre optique. Et aujourd'hui, les derniers chiffres font que près de 90% de la ville a quand même est aujourd'hui équipée en fibre optique. Mais les opérateurs, à savoir SFR, Orange, continuent à un rythme qui est, je crois, devenu quand même un rythme assez respectable. Dans ce domaine, je vous confirme, alors bien sûr, ceux qui ne sont pas ni adressés ni connectés ne le prendront pas pour eux, c'est évident, mais dans ce domaine, le Boussia est largement dans les villes de la métropole, quasi favorisé. Alors, j'entends bien que ceux qui ne le sont pas aujourd'hui se disent, le maire, lui, il parle pour la généralité, bien sûr, mais malgré tout, c'est la vérité. Nous prononçons, mes chers collègues. Pardon. Juste un dernier petit mot. Il ne faut pas confondre également être desservi ou non par la fibre optique ou bénéficier ou non d'un bon signal. Si vous êtes comme moi en bout de tuyau et assez loin d'un coffret de distribution, vous avez la fibre optique, mais vous n'avez pas forcément un bon signal. Donc la présence de la fibre optique n'est pas toujours, hélas, synonyme d'un débit suffisant. C'est évident, bien sûr. Alors, nous reprenons notre vote. Abstention. Vote contre. D'accord, donc Madame Layan, Madame Chaugnot et Madame Collin, Monsieur Alvarez et Monsieur Marceron. Vote pour l'équipe majoritaire de Patrick Bobet. Merci mes chers collègues. Ah, pardon, j'ai enlevé le son. Merci. Dossier numéro 5, inscription en non-valeur, créance éteinte, titre irrécouvrable. Bien, je vais faire très court parce que, merci, nous sommes là sur la demande du trésorier principal du Boussia, vous le savez, nous devons nous prononcer sur ces admissions qui correspondent aux états des produits récouvrables sur les années 2012 à 2018. Alors, ça concerne des annulations suite de recherches infructueuses, des montants qui sont inférieurs au seuil de poursuite, des procès-verbaux de carence ou des décisions d'effacement de la dette prononcées par la commission de surendettement. On l'oublie trop souvent, mais cette commission a un pouvoir énorme d'effacer purement et simplement la dette elle-même. Et nous sommes sur un total général de 13 148 € et 12 centimes.
Voilà, mes chers collègues, mais ça revient chaque année, vous le savez, à la demande du trésorier principal du Bouscat. Pas de commentaires, j'imagine. Nous prononçons abstention. Ça n'est pas le cas. Vote contre. Ça n'est pas le cas. Vote pour. Unanime. Merci, mes chers collègues. Dossier numéro 6, attribution de compensation d'investissement et durée d'amortissement des subventions versées. Rapporteur, monsieur le maire. Alors, c'est aussi assez technique, je vais faire simple pour que tout le monde comprenne. Vous vous souvenez que depuis le mois de janvier 2017, le Bordeaux Métropole a décidé la mise en place de nos attributions de compensation d'investissement, qui sont donc imputées au compte 2046 en subventions d'équipements versés. Et à ce moment-là, nous devons prévoir une durée d'amortissement des subventions qui sont concernées, parce que nous sommes une commune de plus de 3500 habitants, et nous devons donc nous plier à cette règle. La durée d'amortissement de ces immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens, mais il y a beaucoup d'exceptions malgré tout. Ces exceptions font partie intégrante de certains projets d'investissement, notamment sur les frais d'études, pour faire simple, les frais d'études et les frais de recherche. Vous dire également, pour être complet, que le décret de 2015 a permis de neutraliser la dotation aux amortissements des subventions versées par l'inscription d'une dépense en section d'investissement et d'une recette en section de fonctionnement. Comme ça, les deux chiffres s'annulent et nous respectons quand même l'obligation d'amortir. Et je vous propose très simplement que nos subventions d'équipement qui sont versées au groupement fiscalité propre, donc la métropole en l'occurrence, aient une durée d'amortissement de 1 an. Tout simplement, toutes, de manière linéaire, sans exception. Voilà, c'est un peu technique, mais c'est obligatoire, donc nous devons nous prononcer sur cette proposition. Je vous consulte, abstention, ça n'est pas le cas, vote contre, ça n'est pas le cas, vote pour, unanime, merci mes chers collègues. Dossier numéro 7, avance versée au CCAS par la commune. Rapporteur, Odile Leclerc. Monsieur le maire, mes chers collègues, alors nous venons tout à l'heure d'avoir un conseil d'administration du CCAS où il y a eu une demande d'aide budgétaire de 100 000 euros à la commune de façon à pouvoir anticiper des problèmes de trésorerie du CCAS. Il est à savoir qu'aujourd'hui, on a un budget de recettes pour le SAD, le service d'aide à domicile, de 911 000 euros, des recettes externes, c'est-à-dire tout ce qui pèse le Conseil général, les caisses de retraite, etc., de 700 000 euros. Or, aujourd'hui, nous n'avons reçu que 470 000 euros. Donc, le problème que l'on a, il y a des gros décalages en trésorerie et qui ne permet pas au CCAS de pouvoir couvrir l'ensemble des charges en trésorerie seulement. Donc, il est demandé aujourd'hui de permettre au conseil municipal d'autoriser cette avance budgétaire au CCAS à compter du 1er octobre de 2018 et jusqu'à la fin du mandat. Montant de cette avance, 100 000 euros, remboursable totalement, sans frais ni intérêts pour le CCAS. Les crédits correspondants seront ouverts dans le budget de la ville équilibré en dépenses et en recettes au compte 27 636. Autres créances immobilisables CCAS. Donc, il vous est demandé d'autoriser ce versement d'avance budgétaire. Il est certain que nous n'avons pas, on n'a pas besoin d'un versement de 100 000 sur le dessus, c'est simplement que nous permettre d'appeler des fonds peu à peu suivant notre besoin de trésorerie et suivant comment nous allons être réglés des différentes instances. Merci. Merci pour ces précisions. Effectivement, on l'a vu en CCAS tout à l'heure, on l'a évoqué il y a un instant pour l'ADM, donc vous avez ça dans la tête, c'est pas très compliqué. Abstention, mes chers collègues, ça n'est pas le cas, vote contre. Je suppose que non, vote pour. Unanime, merci bien. Dossier numéro 8, constitution d'un groupement de commandes pour la fourniture de mobilier scolaire entre la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et les communes de Bruges, Le Bouscat, Mérignac, Bègles, Floirac et Ambarès-la-Grave. Rapporteur Dominique Vincent. Monsieur le maire, mes chers collègues, le chapeau est tellement complet que vous savez déjà ce que je vais vous demander et pourquoi vous allez voter. Je vais vous donner quand même 2 explications. Nous sommes dans une certaine continuité de ces groupements d'achat. Nous avons commencé avec l'informatisation de notre commune sur un groupement d'achat. Nous continuons aujourd'hui sur ce mobilier et le prochain, ce que nous vous présenterons d'ici quelques temps, ça sera sur les fournitures scolaires,
où là aussi nous voulons faire des groupements d'achat. D'abord, pour avoir un choix beaucoup plus large, et nous espérons bien évidemment des prix beaucoup plus attractifs que nous avons aujourd'hui. Voici les raisons. Une explication sur le numéro 2 qui n'est pas réservé par la commune, c'est-à-dire les crèches, tout simplement parce que le marché que nous avons en cours aujourd'hui au niveau des crèches est encore en cours, donc nous ne pouvons pas l'arrêter, et dès que ce marché sera arrêté, nous relancerons et nous associerons bien évidemment au niveau des crèches sur la même méthodologie. Donc mes chers collègues, je vous propose tout simplement de donner l'autorisation à Monsieur le maire de signer cette convention ou son représentant afin que nous puissions participer à ce groupement d'achat comme Bordeaux Métropole, Bruges, Mérignac, Bègles, Floirac, Ambarès-Lagrave. Merci beaucoup, Monsieur Alvarez. Oui, Monsieur le maire, c'est une mutualisation intelligente puisqu'elle permet de baisser les coûts, puisqu'elle concerne des fournitures de mobilier, elle ne remet pas en cause les compétences des collectivités, donc je me ferai un plaisir de voter ce dossier. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, si vous permettez, Monsieur le maire, il y a eu une concertation et des réunions avec l'ensemble des communes, les responsables des services concernés, donc pour nous scolaires, pour mettre en place effectivement ce cahier des charges et le catalogue concerné. Vous voyez, il y a eu quand même, c'est pas la métropole qui vient comme ça du jour au lendemain nous imposer un système. Il y a eu une véritable concertation avec les intéressés que nous sommes. C'est très bien ainsi, bien sûr. Nous le prononçons, mes chers collègues. Abstention, ce n'est pas le cas. Vote contre, non plus. Vote pour. Merci bien. Dossier numéro 9, modification au tableau des effectifs. Rapporteur Virginie Monnier. Monsieur le maire, chers collègues, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir modifier le tableau des effectifs, et ce au 1er octobre 2018, afin de tenir compte des avancements et des promotions, des réussites au concours des agents et des besoins des services. Dans un premier temps, donc, ces promotions concernent 33 agents, à noter 24 femmes, 9 hommes, 24 en catégorie C, 8 en catégorie B et 1 en catégorie A, une femme. Sur les 33 promotions, 9 sont consécutives à une réussite à un examen pro ou un concours. D'autre part, ajustement de la qualification des emplois pour faire face aux besoins de l'évolution des services, avec la création d'un poste d'animateur senior et intergénérationnel dont il a déjà été fait mention lors d'un précédent conseil municipal le 11 octobre 2016. Et enfin, le conseil municipal étant compétent pour créer les postes, il doit aussi se prononcer sur les suppressions. Et le départ de la collectivité, de la directrice en charge de la direction performance et territoire durable est l'occasion d'une réorganisation de la répartition des missions de la direction dans différentes directions ou pôles. Il est proposé donc de supprimer le poste afin de faire correspondre le nombre de postes ouverts ou vacants et le nombre de postes occupés. Et de dire que ceci est conforme à l'avis du dernier comité technique. Merci, c'est tellement conforme qu'il s'est prononcé à l'unanimité. À l'unanimité. Conforme, ça ne suffit pas de dire conforme. Oui. Il est unanime, c'est pas la même chose. Monsieur Alvarez. Oui, non, je voulais revenir aussi sur la création du poste d'animateur territorial, mais on en reparlera sûrement tout à l'heure. C'est à mon avis, c'est lié à la source. C'est le poste qui est. Non. C'est le financement avec l'OGV. En gérontologie, c'est au pôle senior. Au pôle senior, animateur territorial. Oui. Et il y a deux postes qui sont créés en catégorie adjoint administratif principal de première et 3 suppressions. Donc il y a une suppression de postes dans ce cadre. Donc. Oui, parce qu'il s'avère que ce poste n'a jamais été occupé. On a préféré le supprimer, tout simplement. Voilà. Et quant aux commentaires sur le non-renouvellement du poste de directrice d'un développement durable et performance du territoire, quand cet agent nous a annoncé son départ dans l'été pour une ville plus grande que le Bouscat, on l'a beaucoup félicité parce que c'est une belle promotion pour elle. Ensuite, on a beaucoup réfléchi, on est parti de 2 constats. Le premier, c'est que
sous la houlette de Bernard Juncker pendant 6 ans, puis maintenant depuis 4 ans, sous celle de Gwenaëlle Lamarque, le développement durable, l'agenda 21 sont sur de très bons rails, l'acte 2 est en cours, tout le monde sait ce qu'il a à faire, les services, les élus, la population également. Donc on s'est quand même interrogé sur le bien fondé de renouveler cette directrice, si j'ose m'exprimer ainsi. Deuxième constat, ça fait bientôt 2 ans que je dis que l'EDD, c'est de la compétence d'abord de la métropole. De l'État bien sûr, et du monde entier bien évidemment, mais aussi de la métropole et beaucoup de la métropole. C'est tellement vrai qu'on est en pleine semaine de la mobilité, mais je sais que Gwenaëlle Lamarque en dira un petit mot quand on aura un dossier plus tard, et la métropole fait très bien son boulot dans ce domaine. À nous de rester bien dans les clous de ce qu'on a décidé, mais je crois qu'on n'a plus besoin d'un tel niveau de compétences tel qu'il était jusqu'à présent. D'autant que, faisant ce constat, on a réuni les 3 agents concernés par ce service, et on a redistribué les rôles avec eux, et ils ont été tout à fait satisfaits, même je crois enthousiasmés, de la proposition de repartir avec d'autres missions, peut-être plus responsabilisées, qui a la communication, qui a la réflexion du DD très directement, qui a la nature en ville et la pédagogie. Et donc ces 3 agents sont repartis extrêmement revitalisés, enthousiasmés par les propositions, raison pour laquelle, entre autres, le comité technique a voté de manière unanime. Donc je voulais surtout vous rassurer par ce propos peut-être un petit peu long, mais vous rassurer qu'il n'est pas question un seul instant que la ville du Bouscat abandonne le développement durable et son agenda 21, bien au contraire. On redistribue, on repart avec d'autres idées, d'autres enthousiasmes, et on fait appel un peu plus à la métropole, car c'est son rôle, elle a les moyens de faire, elle a la compétence, et elle a vraiment les moyens à la fois financiers et humains. La preuve, Gwenaëlle en parlera tout à l'heure quand on parlera de mobilité avec les Indigo Wheels, mais je ne veux pas déflorer le sujet, il en dira quelques mots tout à l'heure. Madame la rapportrice. Oui, pour le poste... C'est mieux que rapporteuse. Pour le poste, Bérangère sera plus précise que moi, mais pour les missions d'animation senior, c'est dans le cadre de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Et c'est financé par la perception du forfait autonomie par l'OGV, en fait. Voilà, tout est dit, nous nous prononçons. Abstention, ça n'est pas le cas. Vote contre, non plus. Vote pour, unanime. Merci mes chers collègues. Dossier numéro 10, soutien à l'action et à l'activité économique, subvention à l'association des commerçants, le village de la Baya du Médoc. Rapporteur Bernard Juncker. Oui, donc nous sommes avec cette délibération au cœur des travaux du tramway et des efforts que la ville, main dans la main avec les commerçants, essaie de développer pour répondre à un enjeu essentiel qui est de maintenir la fréquentation de ces zones commerciales pendant les travaux du tramway. Et pour avoir participé, comme un certain nombre d'entre vous, au pique-nique de la barrière du Médoc organisé vendredi dernier sur le parking de Nîmes par justement l'association Le Village de la Barrière du Médoc, je peux vous dire que, en dépit des difficultés, eh bien cet ensemble d'entrepreneurs et de commerçants font vraiment des efforts pour relever ce challenge. Donc la délibération rappelle les efforts que la ville a accomplis directement pour accompagner les commerçants, le renforcement des capacités de stationnement, notamment avec la création du parking de l'IDAC, la signalétique spécifique, les campagnes de communication, la mise en place de la navette travaux qui fonctionne tout à fait bien, le dispositif Connect un commerçant dont nous avons eu l'occasion de parler, l'acquisition de chèques de parking et enfin donc la création de cette association. Et puis je rappellerai également que tous les mois, nous faisons se rencontrer les commerçants de l'axe de la Libération avec Bordeaux Métropole et Tisia qui est en charge de la maîtrise d'œuvre déléguée, de façon à pouvoir croiser les informations sur l'avancée du chantier. Vous avez peut-être pu remarquer à ce sujet que le défi de la traversée des boulevards avec la limite du 31 août avait été relevé et qu'aujourd'hui on a une barrière du Médoc, en tout cas des boulevards qui sont aujourd'hui dans un bon état de circulation. Nous nous engageons, il ne faut pas se le cacher, pendant les 3-4 mois qui suivent, dans une période relativement lourde en matière de travaux avec la pose des rails, d'où la nécessité, bien entendu, de maintenir et même d'augmenter notre soutien
à cette association qui fait beaucoup, justement, pour garder le moral de tous. Nous versions l'an dernier, jusqu'à l'an dernier, 3 000 €. Nous proposons cette année, eu égard à l'actualité toute particulière de l'Avenue de la Libération, d'augmenter notre subvention de 2 000 € et de la passer à 5 000 €, surtout pour financer, à l'occasion de toutes les manifestations que je viens d'évoquer, des dispositifs de décoration, de location de matériel en particulier. Voilà, mes chers collègues, les informations que je voulais vous apporter sur ce dossier. Merci. Une autre information que nous avons depuis aujourd'hui, nous aurons la soudure du premier rail sur le Bouscat le jeudi 11 octobre à midi. Donc vous êtes déjà cordialement invités les uns les autres, bien sûr. Donc jeudi 11 octobre à 12h, à midi très précisément, à la barrière du Médoc, puisque c'est là que nous avons prévu de le faire. Monsieur Alvarez et Madame Layan, alors peut-être Madame Layan la première, on va être courtois. Madame Layan. Oui, je profite de cette délibération pour vous poser 2 questions, c'est que je vous ai déjà posées lors de la réunion de préparation. Simplement pour savoir si vous avez la connaissance du nombre de commerçants qui ont malheureusement dû fermer boutique à cause des travaux. Et pour vous demander également si vous aviez une date un peu plus précise de la mise en service de la ligne D. Et juste pour information, bien sûr, nous allons voter cette délibération parce qu'il faut aider nos commerçants de la barrière. Merci. Je crois qu'ils sont sensibles au fait que le conseil municipal soit unanime pour ce qui les concerne. Ça me semble très très important. À ma connaissance, il y a 3 commerces qui ont fermé. À ma connaissance, je ne voudrais pas dire de bêtises. Moi, c'est le chiffre que j'ai en tête, dont un, peut-être même 2, qui étaient quand même déjà un peu en difficulté. Il faut aussi dire les choses comme elles sont. C'est vrai que le mois de juillet a été extrêmement compliqué avec la mise en impasse vraiment de la barrière. La dernière commission d'indemnisation que je co-préside avec le magistrat, on voit les chiffres là dégringoler complètement et donc les nôtres en termes d'indemnité monter de manière tout aussi vertigineuse. Mais c'est ainsi. Le mois d'août est moins terrible parce qu'il y a beaucoup de vacances prises habituellement, donc la chute est moins vertigineuse au mois d'août. Mais encore une fois, parce que c'est des vacances chaque année, donc on est sur des chiffres plus bas. Mais vraiment en juillet, ça a été très compliqué. Je crois comprendre que depuis la réouverture de la barrière, les choses vont moins mal. Vraiment, il y a un regain d'intérêt pour la barrière et je crois qu'il faut que chacun et chacune d'entre nous allions réserver nos emplettes à la barrière. C'est important d'aller les voir pour leur remonter le moral, mais aussi d'aller les voir pour acheter quelques produits. Ils en ont bien besoin. Monsieur Alvarez. Oui. Ah oui, excusez-moi. Pardon, je n'ai pas répondu à toutes vos questions. La seconde, autant pour moi. Le nombre de commerçants. La date de livraison. Dernier comité de pilotage qui est tout récent nous a laissé beaucoup d'espoir, car alors que et Madame le maire d'Ézines le savait, l'a annoncé même, on pense avoir du retard sur Ézines, il semblerait que non. Finalement, les choses pourraient être toutes livrées d'ici la fin d'ici la fin de l'année 2019, mois de décembre 2019. Et pour le Bouscat, et pour Ézines jusqu'à Cantidole. Le dernier comité de pilotage a réaffirmé ceci. Donc restons optimistes. Pour l'instant, nous n'avons pas pris de retard. Sur certains tronçons, un peu de retard, mais sur d'autres, un peu d'avance, ce qui fait que les choses se neutralisent très simplement. Et donc, nous devons vraiment espérer que dans un an, jour pour jour, les travaux seront terminés. Pour ce qui est des gros travaux, ça sera propre, ça sera carrossable pour les piétons notamment, pour aller chez les commerçants en toute sécurité largement, et même avant, mais bon, c'est sûr que là dans un an ce sera largement fait. On démarrera à ce moment-là les essais à blanc qu'on réduira à 3-4 mois parce que nous commençons à bien connaître le tramway ici à Bordeaux et on sera en mesure de réduire cette durée de marche à blanc, ce qui fait que ce sera le cadeau de Noël, nous l'espérons tous et on est presque sûr que ce sera le cas pour les Bouscatés, les Brugés et les Ézinés. Voilà pour vos 2 questions. Il y a une 3e question. Il y avait un commentaire. Non, il y avait que ces 2 questions. C'est bien ça. D'accord. Oui, Bernard Junquin. Peut-être un complément de réponse à Madame Layan sur la fermeture des commerces. On constate également l'arrivée de nouveaux commerces, et notamment à la barrière du Médoc, puisqu'on en a 2 qui sont annoncés. Je crois qu'on ne peut pas faire trop de publicité au conseil municipal. Disons qu'on va avoir en lieu et place de l'étiquette, l'ancien magasin aussi de parapharmacie, donc à la barrière du Médoc, la création d'un magasin bio d'une enseigne de grande distribution bien connue, et en face, en lieu et place de la Micaline, l'ouverture d'un commerce de boulangerie par un indépendant. C'est pas une chaîne. Ces gens tardent
tardent un peu à s'installer pour une raison très simple, c'est qu'ils s'installent en connaissance de cause après le début des travaux, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas droit, eux, aux indemnisations. Donc ils attendent que le gros des travaux soit à peu près terminé pour pouvoir ouvrir leurs portes. Ça, c'est quand même assez rassurant. Monsieur Alvarez. Oui, monsieur. Alors, le principe de la subvention et du montant de la subvention ne me pose aucun problème. Je voulais revenir sur les délais par rapport aux travaux du tramway. Alors, il se dit que la période d'essai du tramway à vide va être fortement réduite, puisque d'habitude c'est au moins 6 mois d'essai. Et là, bon, on a une section en alimentation par le sol, donc qui est connu techniquement. Est-ce que vous pouvez confirmer cette nouvelle? Et deuxième point, je suis beaucoup moins optimiste que vous sur Hésine. Hein. Il y a des déclarations, y compris du président de la métropole, qui font que il faut faire preuve d'un optimisme raisonnable, mais 2019, tant mieux si c'est fait pour Noël, mais sur les annonces d'aujourd'hui, y compris aujourd'hui, disent qu'il y aura des problèmes à Hésine. Enfin, sur la portion hésinaise. Et donc, peut-être que la période de décès à vide va être... parce que normalement, on peut peut-être, sur 3 mois, faire des tests suffisants permettant justement au tramway de rouler. Voilà, c'est effectivement ce qui est prévu. Passer de 6 mois à 3-4 mois. 4 si on peut, 3 si c'est un peu court, mais je crois qu'on saura faire. Quant à Hésine, moi je suis d'un optimisme raisonnable et raisonné parce que le comité de pilotage a été quand même assez clair avec Isia, le maître d'œuvre, et toutes les équipes de la métropole. Voilà. Et le président était là lui-même. Bon, il est peut-être plus prudent que moi, il est peut-être plus politique que moi, il est peut-être... Voilà, donc voilà, ça sera une bonne surprise. C'est ce que nous espérons. En tout cas, pour nous, c'est le plus beau cadeau de Noël qu'on puisse faire aux Bouscatés, aux Bruget et aux Hésinés, c'est de leur offrir le tramway le 25 décembre 2019. Et c'est l'objectif, vous l'avez bien compris. Nous nous prononçons, mes chers collègues. Pas d'abstention, pas de vote contre, vote pour, unanime, merci bien. Dossier numéro 11, évolution et extension des horaires d'ouverture de la médiathèque, demande de subvention. Rapporteur Emmanuel Angelini. Merci. En 2016, l'État a ouvert la possibilité pour les collectivités de bénéficier d'un soutien dans le cadre de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques au titre des coûts liés à l'extension ou à l'évolution de leurs horaires d'ouverture. C'est dans ce cadre-là que nous avons étudié la possibilité de faire évoluer les horaires d'ouverture de notre médiathèque et de les étendre, notamment le mercredi matin, souhait formulé par les usagers depuis le retour à la semaine des 4 jours dans les écoles. Ainsi, les horaires passeraient de 33 heures à 35 heures en période normale, mai, juin, septembre et octobre, de 36 heures à 38 heures en période hivernale de novembre à fin avril, et de 27 heures à 29 heures en période estivale pour les mois de juillet et d'août. Plusieurs types de dépenses peuvent bénéficier d'un soutien de l'État, dont les frais supplémentaires de personnel liés au projet, les actions d'animation et de médiation ayant lieu pendant les horaires élargis, ainsi que les frais liés au fluide. Cette extension des horaires pourrait se faire non pas au 1er novembre comme il est indiqué dans la délibération, mais plutôt au 1er janvier 2019. La DRAC nous a indiqué très récemment que le dossier ne serait pas instruit avant la fin de l'année. Donc nous devons attendre la décision de la DRAC pour modifier les horaires. Nous pourrions obtenir une aide de la DRAC, donc après l'instruction du dossier, pour le financement d'un poste d'adjoint du patrimoine. Ce poste permettrait de consolider le dispositif existant, ainsi que de pérenniser les actions déjà engagées, d'ouvrir plus à toutes les périodes, donc, et d'ouvrir surtout mieux à certaines périodes de l'année, en fonction des besoins du public. Ainsi, il a été imaginé et donc proposé dans le dossier de la DRAC une opération révision qui se traduira par une ouverture jusqu'à 20 heures en semaine et qui s'étendra sur 6 semaines entre le mois de mai et le mois de juin, du mardi au vendredi. Et puis, des ouvertures ponctuelles liées à des événements organisés en soirée au sein de la médiathèque, par exemple pour la nuit des bibliothèques au mois d'octobre, ou bien lors des soirées jeux organisées en partenariat avec l'association Ricochet, ou les cafés linguistiques qui ont lieu une fois par mois, donc à la médiathèque. Ces 2 propositions, comme je vous le disais, ont été intégrées à la demande de subvention.
Par la suite, nous avons également étudié la fréquentation de la médiathèque et il est apparu que la nocturne du jeudi soir jusqu'à 20h n'était pas pertinente et n'avait pas rencontré son public. Donc, afin d'améliorer la lisibilité de l'accès à la médiathèque, en période normale et en période haute, la fermeture au lieu de 18h aura lieu à 18h30 du mardi au vendredi. Donc, les horaires détaillés sont dans la délibération. Il est ainsi demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à solliciter une subvention auprès de la direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de ce dossier et de dire que les recettes seront inscrites au budget primitif chapitre 65. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, je reprends pour le public peut-être lisibilité meilleure avec une fermeture tous les jours à la même heure, excepté samedi, dimanche, mais ça on comprend bien que c'est un peu différent. Ouverture le mercredi matin, parce que les nouveaux rythmes scolaires, enfin les nouveaux rythmes scolaires font que les enfants n'ont pas école le mercredi, donc le lecteur à la médiathèque, voilà les principales raisons. Monsieur Alvarez, pour répondre à votre question tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand on a parlé hier de ce poste d'adjoint du patrimoine, en fait ce poste a déjà été créé, donc on n'a pas besoin de le créer, mais en revanche, il n'a jamais été pourvu, si j'ose dire, il le sera dès le 1er janvier en fonction de ce que la DRAC va nous donner comme aide dans ce domaine. Voilà, c'est d'où la confusion par rapport à ce qu'on s'est dit hier. Je travaille toujours avec des dossiers un peu martyrs qui datent de la semaine précédente, et entre-temps ils ont été corrigés parfois, et d'où la confusion d'hier. Madame Laillard, on va garder ce rythme-là, et Monsieur Alvarez après, voilà. Oui, Monsieur le maire, nous réjouissons de l'ouverture de la médiathèque le mercredi matin, puisqu'effectivement ça correspond au moins aux nouveaux horaires des écoliers qui pourront s'y rendre le mercredi matin. En revanche, nous posions une question, notamment qui sera en rapport avec l'opération révision. Elle concerne le nombre de documents qui sont disponibles à la médiathèque, plus précisément le nombre de livres pour adultes qui sont disponibles, puisque sur une opération révision, j'imagine que vous destinez à ce que les étudiants puissent consulter des documents. Alors pas forcément papier, parce qu'on sait bien qu'ils travaillent un peu en papier, mais du coup nous nous interrogions sur le nombre de documents à disposition. Alors sachant qu'il est préconisé de mettre à disposition 50 000 documents pour une ville de 30 000 habitants. Nous sommes à 52 300 et la prévision c'est d'être à 55 000. Et surtout, nous avons mutualisé avec Bordeaux. Il y a le portail des médiathèques de la métropole et une mutualisation avec la ville de Bordeaux qui fait exprimer ce chiffre de 55 000, hein, bien sûr. Hein. Enfin, peut-être qu'Emmanuel veut compléter mon propos à l'instant. Oui, au niveau donc des documents, hein, j'ai les derniers chiffres vraiment réactualisés. Donc aujourd'hui, nous sommes à 54 547 documents disponibles au sein de la médiathèque, donc consultables. Après, évidemment, il y a tous les documents que nous pouvons faire venir par la médiathèque de Bordeaux ou les autres médiathèques, puisque nous faisons partie de l'ensemble des médiathèques de Bordeaux. Donc c'est l'ensemble des documents ou ce sont les documents ce sont nos documents propres. L'ensemble de nos documents. 54 000, c'est ce qu'on a nous ici. Hein. En tout. Oui. Et pas seulement les documents pour adultes. Univers adulte, nous avons 17 831, oui. La médiathèque ne permettrait pas qu'on ait 55 000 documents uniquement adultes. Oui, on est de l'ordre de 20 000 hein, pour les livres adultes purs, on est de l'ordre de 20 000. Hein. Ordre de grandeur. Hein. Monsieur Alvarez ? Simplement pour vous dire que alors le poste non pourvu va être pourvu, c'est une bonne chose, ce qui permet un peu d'équilibrer. Donc je me range à l'avis unanime, je présume, du comité technique paritaire et de mes excellents collègues de la CGT. Je suis engagé dans une campagne électorale pour le 6 décembre et qui ont voté donc absolument le truc. Donc je vote pour. Merci. Je voulais juste préciser que il y a une enquête au printemps dernier, demandée par l'État pour justement vérifier quelle était l'accessibilité des médiathèques au public. Et donc, dans les conclusions du rapport, il est indiqué que pour les villes de plus de 20 000 habitants, en moyenne, l'amplitude horaire s'élève à 29 heures.
Or, au Bouscat, nous sommes plutôt autour des 35 heures. Voilà. Nous étions vers 33 et nous passons donc à 35. C'est une très bonne chose. La culture ouverte et gratuite, c'est évidemment notre credo et je crois qu'on le partage tous. Nous prononçons, mes chers collègues. Abstention? Non. Vote contre? Pas plus. Vote pour? Unanime. Merci bien. Dossier numéro 12. Charte du bien construire à Bordeaux Métropole. Présentation, mise en œuvre et validation. Rapporteur Denis Cancard. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc charte du bien construire à Bordeaux Métropole, oui. De nombreux et importants chantiers de construction sont en cours donc sur Bordeaux Métropole. On mesure la qualité d'une opération, alors au-delà de l'aspect des bâtiments et de leur intégration urbaine, par la qualité intrinsèque de la construction, et puis également la qualité d'usage des espaces et la tenue dans le temps de ces constructions, ainsi que les performances environnementales, en particulier énergétiques. Donc pour optimiser cette qualité, Bordeaux Métropole a voulu s'engager avec les professionnels de la construction dans un processus d'accompagnement et d'évaluation des opérations de construction neuve ou de réhabilitation d'ailleurs. Donc une charte du bien construire à Bordeaux Métropole a été élaborée et co-signée par l'Ordre des architectes de la région Nouvelle-Aquitaine, la Fédération des promoteurs immobiliers de la Gironde, la Fédération française du bâtiment, Gironde, qui représente donc les entreprises de construction, et l'Agence Qualité Construction. Alors peut-être 2 mots sur cette Agence Qualité Construction. C'est un organisme qui fait un très 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 bon travail dans le domaine de l'observation, de la prévention et du traitement des pathologies récurrentes dans la construction, voilà, dans le but de prévenir les sinistres. Et également, elle effectue un travail important dans la qualité des produits utilisés dans la construction. Alors, cette charte fixe des engagements simples en faveur de la qualité constructive des bâtiments, que ce soit donc des logements, des bureaux ou des locaux d'activité. Toute entreprise, tout aménageur, maître d'ouvrage, promoteur, bureau d'études, architecte, voilà, intervenant sur le territoire de Bordeaux Métropole, peuvent adhérer à cette charte. Alors, cette charte prévoit l'obtention pour une durée de 3 ans renouvelable du label Bien construire à Bordeaux Métropole. Donc, ce label est un gage de reconnaissance de la qualité de construction via le processus d'évaluation. Et bien sûr, en contrepartie de ce label, les adhérents de la charte s'engagent dans 3 volets d'action. Donc, avec pour chacun, donc on le retrouve dans le détail de la charte, il y a la phase conception, la phase travaux et la phase après travaux, après livraison. Donc le volet 1, c'est garantir la qualité constructive. Alors, donc c'est résumé dans la délibération. C'est lutte contre les malfaçons, mission complète donc pour les maîtres d'œuvre et architectes, limitation de la sous-traitance sur chantier. Le volet 2, c'est optimiser la qualité d'usage des bâtiments en choisissant en particulier des matériaux pérennes, faciles à entretenir, des espaces agréables à vivre et accompagner les usagers des bâtiments pour une optimisation de la consommation énergétique. Enfin, le volet 3, c'est évaluer dans la durée les opérations, et ça c'est un volet important car c'est le volet contrôle, qui va se traduire par une évaluation experte en phase de chantier, également en phase de livraison, et puis un petit peu plus tard, une évaluation citoyenne conduite directement auprès des usagers au cours des premières années de vie de l'ouvrage. Voilà. Donc vous avez le détail de la charte. Vous verrez que c'est un document qui est quand même assez complet, avec des objectifs ambitieux, et les composantes de la qualité sont toutes bien identifiées. Alors ce qui est intéressant, donc moi je l'ai dit au début, c'est qu'elle implique dans sa démarche l'ensemble des professionnels de l'acte de construire, donc architectes, maîtres d'ouvrage, etc., entreprises, bureaux de contrôle. Elle prend en compte l'ensemble également du processus de la construction, depuis la conception du bâtiment jusqu'à 4 années après sa livraison. Et puis elle prend donc en compte les 2 volets de la qualité qui sont présents dans la charte, celui de la qualité de la réalisation, ce qu'ils appellent la qualité constructive. Le bâtiment est-il correctement construit? Ça, c'est effectivement important. Et puis la qualité d'usage, à savoir est-ce que je suis bien dans le bâtiment, est-ce qu'il est agréable à vivre? Il est question de surface acceptable, de bon éclairage naturel, est-ce qu'il est bien isolé thermiquement et des consommations énergétiques réduites, bien isolé phoniquement. Voilà. Et puis un point important également aussi de cette qualité d'usage, c'est la pérennité. Donc il est question de pérennité des matériaux utilisés et la pérennité du logement.
est-il flexible? Ça aussi, c'est un mot important. C'est-à-dire, est-ce que ce bâtiment peut facilement évoluer dans le temps avec l'évolution de ses résidents? Et puis enfin, on vient d'en parler aussi, elle prévoit un volet contrôle, voilà, pour la livraison, et 4 ans après la livraison du bâtiment. Voilà. Donc au Bouscat, cette charte sera systématiquement présentée aux professionnels, reçue en amont pour la faisabilité des projets, afin de les inciter à y adhérer, on ne peut pas les obliger. Un référent communal pour la qualité de la construction sera désigné. Il sera chargé du suivi de l'attribution des labels et sera associé au dispositif d'évaluation des opérations. Voilà. Et donc chaque année, la ville aura à choisir des opérations de plus de logements ou de plus de 1000 m² qui seront soumises à évaluation experte et citoyenne. Voilà. Donc considérant que cette charte est un véritable outil d'évaluation de la qualité de construction et d'usage des programmes bâtis au Bouscat, il est demandé au conseil municipal de prendre acte et de valider la charte du bien construire à Bordeaux Métropole. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Monsieur Alvarez. Oui, monsieur le maire. Alors, bien construire à Bordeaux Métropole. D'abord, souligner en préambule que cette charte n'a absolument rien de contraignant. On peut, mais on ne doit pas. Alors, on doit prendre acte et valider cette charte du bien construire qui va être proposée. Alors, on peut apporter un regard optimiste sur cette charte, de manière à améliorer la situation existante. Et pourquoi pas? On peut aussi avoir un regard goguenard. Pourquoi cette charte maintenant? Pourquoi avant on ne pratiquait pas cet art du bien construire et on est obligé de mettre en place une charte pour obliger nos amis à bien construire? Alors, moi, j'aurais un optimisme goguenard sur cette question, d'autant plus que dans votre dossier, vous convoquez Vitruve, le grand architecte, votre dossier, le dossier qui est présenté, l'architecte, le théoricien de l'architecture romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, les objectifs que vous mettez en place, garantir la qualité constructive, optimiser la qualité d'usage et évaluer dans la durée la qualité des opérations ne posent pas de problème. Il y a un point très intéressant, c'est le niveau quand même de l'évaluation citoyenne. Quand elle sera mise en place. Ensuite, il y a quand même des formulations qui prêtent à sourire, qui relèvent presque de l'oxymore, parce que la qualité constructive et la maîtrise des coûts de sortie, à mon avis, tout ça, on sait que c'est plutôt la maîtrise des coûts que la qualité constructive qui gagne dans cette partie. Ensuite, sur la sous-traitance, moi je ne vous suivrai absolument pas, parce que on peut affirmer tout ce qu'on veut, d'autant plus que c'est pas contraignant, mais même si c'était la sous-traitance, c'est un mode de production des bâtiments par cette catégorie de gens qui sont les architectes et les professionnels du bâtiment, qui est un mode de production central. D'abord pour baisser les coûts et éviter les problèmes juridiques. Et je vois pas en quoi cette charte pourrait améliorer la situation. Alors j'avais 2 questions sur parce que j'ai pas très bien compris à la lecture. Alors ça va s'appliquer simplement à des produits neufs ou à des produits neufs et rénové, et quid du comité partenarial qui, semble-t-il, va piloter cette opération, comment est composé ce comité partenarial. Là, vous semblez indiquer que pour le Bouscat, donc, ce sont les opérations de plus de 10 logements et de plus de 1000 mètres carrés qui sembleraient inciter donc à la signature. Bon, c'est un choix. Pour l'évaluation, je pense qu'il aurait été aussi pertinent d'évaluer, y compris les opérations isolées. Mais enfin, j'attends les réponses à ces questions sur le comité partenarial et le produit neuf. Et je vous dis, comme ça n'a aucun effet contraignant, ça aura un effet d'annonce encore une fois, mais très très peu peut-être sur la qualité opérationnelle de ce document. Alors vous dites qu'il n'y a pas d'effet contraignant, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Certes, on peut la signer ou ne pas la signer, mais dès l'instant où on l'a signée, c'est contraignant, parce qu'on s'engage. Et si, quand même, si. Et alors, pourquoi maintenant? Parce que elle existe déjà, cette charte, vis-à-vis des entreprises, depuis plusieurs années. On l'a proposé aux opérateurs parce qu'on est bien conscient que de plus en plus, et vous l'avez dit, il y a des sous-traitants, ce sont les opérateurs qui maîtrisent tout ceci, et il fallait s'adresser à eux très directement et les engager dans cette charte qui, malgré tout, est contraignante. Si elle est signée, je suis bien d'accord, mais si elle est signée, elle le devient véritablement. Denis Cancard va répondre peut-être à vos questions sur le suivi lui-même. Je te repasse la parole. Denis, tu as ton micro. Juste peut-être préciser aussi que c'est vrai que il y a eu des éléments déclencheurs au niveau de la qualité de la construction. On a vu des balcons en particulier qui sont tombés. Donc c'est vrai qu'il y a eu des éléments quand même qui ont amené le Bordeaux Métropole à
à vraiment réfléchir à mettre en place cette charte. Moi, comme je disais, tout est écrit dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, tout est bien envisagé. Enfin, tous les volets de la qualité sont bien décrits. Voilà. Par rapport à la sous-traitance, ce que la charte veut éviter, c'est la sous-traitance, ce qu'on appelle la sous-traitance en cascade, quoi. C'est un premier, un deuxième, un troisième. C'est pas le principe de la sous-traitance. À un moment donné, mais dans tous les cas, je dirais dans la réglementation demeurent les demandes d'agrément des sous-traitances. C'est des procédures qui existent toujours, qui sont rappelées, les demandes de sous-traitants, d'agrément de sous-traitants au maître d'ouvrage. Voilà. Après, opération isolée, peut-être pourquoi pas. C'est vrai qu'on a parlé des grandes opérations parce que bon, c'est plus significatif, c'est plus parlant, mais ça pourrait très bien être effectivement sur des chantiers individuels où je vous rejoins. Là aussi, la qualité est à surveiller. Voilà. Après, oui, il y avait le niveau managérial. Bon, là, il y a un comité partenarial là qui se situe au niveau de Bordeaux Métropole. Bon, comment est-ce qu'il se met en place? Là, par contre, c'est un peu indiqué à la fin de la charte. Donc, Bordeaux Métropole, en tant qu'initiateur de la démarche, assure le secrétariat technique et partenarial du collectif des signataires. Il s'engage à ce titre à réunir un comité de pilotage avec des actions. Donc, pilotage des actions intéressant le suivi, l'actualisation de la présente charge aussi sous l'autorité du collectif signataire. Bon, nous, ce qu'on a précisé, c'est qu'on aura une personne qui n'a peut-être pas été désignée encore, qui sera chargée du suivi, donc de l'application de cette charte. Et c'est vrai que c'est ce que je dis, le point quand même le plus important, c'est l'avis des propriétaires, quoi, hein. C'est-à-dire au bout de 2-3 ans, comment est-ce que comment je vis dans le bâtiment, comment a évolué. Alors on peut surtout parler de logement. Voilà, est-ce que mes consommations sont bonnes, est-ce que au niveau acoustique c'est bon. Et là le verdict il est quelque part un peu sans appel, quoi, hein. Donc et c'est là où on pourra vraiment faire la différence entre les opérations de qualité et avec de moins bonne qualité. Voilà. Merci. Madame Layan, puis Monsieur Marceron. Oui, sur cette charte du bien construire, sur ce qu'elle décrit, c'est compliqué de s'opposer aux différentes actions qui sont reprises, puisqu'en effet l'objectif est d'améliorer les constructions sur la métropole. Simplement, en effet, l'aspect non contraignant de la charte la rend un peu moins efficace à notre avis. Imaginez que les organismes publics ne consultent que les entreprises ou les maîtres d'œuvre qui l'auraient signé auraient pu être un peu plus engageants. Après, peut-être que c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. C'est pas légal, à mon avis. Tout simplement. Certainement, mais bon. Mais je suis sûr. Oui, je suis bien d'accord. Mais du coup, effectivement, l'objectif de la signature de la charte paraît un peu moins compréhensible. Et simplement, ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est à quel moment est-ce qu'elle est présentée. Parce que là, vous dites, cette charte fera l'objet d'une présentation systématique à professionnels reçus. Donc, au moment du dépôt du permis de construire. Oui. C'est ça, oui. D'accord. Merci. Allez-y. D'accord, merci. Monsieur Marceron. Oui, alors donc moi aussi je vais pas répéter tout ce qui a été dit. Je partage les avis de Patrick et de Claire. Donc je suis pas du tout opposé, bien évidemment, à l'élaboration d'une charte. Au contraire, c'est de bon ton et c'est bien. Par contre, pour moi, c'est un dossier. Donc il s'agit pour moi d'urbanisation. C'est un sujet très important. Donc je rejoins toutes les questions qui ont été évoquées. Vous avez répondu donc à certaines parce que c'est vrai qu'on a des exemples à Bordeaux qui sont pas très favorable, hein. Je pense à Ginko ou même à Bacala, on a des exemples qui sont pas très bons. Bon, vous avez répondu sur le fait aussi, en faisant partie du moins sur pourquoi maintenant, à la question de Patrick, parce que c'est vrai que ça a été une interrogation de ma part. Mais ce sujet est pour moi tellement important, il s'agit de l'urbanisation et de mon point de vue, j'aurais voulu approfondir encore plus ce dossier, donc je m'abstiendrai sur ce dossier, même si sur le plan du principe, une charte, c'est de mon avis, c'est un bon choix.
Bien, j'ai du mal à comprendre quand on dit c'est bien, mais c'est pas assez bien, donc je vote pas. Je n'ai jamais compris cette position. Dès l'instant que quelque chose est bien, au moins on avance. Donc on vote et on avance. Puis après, on voit comment on peut faire encore mieux. Mais c'est votre choix. Hein. Je n'y reviens pas. Le binôme ici dans notre ville sera bien sûr notre adjoint en charge, Denis Cancard, et notre chef de service de l'urbanisme, que je n'ai pas cité, mais c'est notre chef de service. Vous aurez retrouvé son nom sans difficulté. Mes chers collègues, nous nous prononçons sur cette proposition du charte de bien construire. Abstention. Monsieur Marceron, vote contre. Personne, vote pour. L'ensemble du Conseil, excepté Monsieur Marceron. Merci. Dossier numéro 13, prorogation du programme d'intérêt général métropolitain, un logement pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole. Décision et autorisation. Rapporteur Odile Leclerc. Merci. Vous avez là un dossier très très important concernant le programme d'intérêt général métropolitain. Ce programme la convention a été signée en 2013 jusqu'en 2018, permet des aides assez importantes pour faire de la réhabilitation des logements en tant que pour les propriétaires, soit les propriétaires occupants, soit des propriétaires bailleurs. Il est certain que nous sommes maintenant pour ainsi dire à la fin de ce programme, et le but de ce document, c'est de pouvoir continuer par la suite le programme, d'abord en passant jusqu'au mois de juin 2019, et ensuite pour proroger de peut-être 5 ans de plus ce programme du PIG. Il est certain que une évaluation du dispositif va permettre ainsi de pouvoir proroger ce programme. Pour cela, il y a une évaluation qui est faite. Le Bouscat, nous sommes associés dans cette évaluation, et cette évaluation est programmée sur le dernier semestre 2018, afin de mesurer l'impact sur le territoire, mais également de calibrer le dispositif qui pourrait prendre la suite de l'actuel PIG, avec tout ce qui est l'accompagnement des propriétaires, le calibrage quantitatif et financier. Le rendu de cette évaluation valant étude préopérationnelle est attendu courant mars 2019, et le futur dispositif d'aide aux travaux métropolitains sera opérant autour de l'été 2019. Dans ce contexte, au vu du calendrier opérationnel et de la demande constante des particuliers d'aide à la réhabilitation, il y a eu vous avez pu lire qu'il y avait à peu près 750 propriétaires occupants et bailleurs qui ont utilisé ce programme pendant les 4 années ou les 5 années de la Convention. Alors, au lancement du PIG métropolitain, la ville du Bouscat avait réservé une enveloppe de 80 000 € sur la durée du programme qui visait à soutenir 30 réhabilitations de propriétaires, dont 10 de propriétaires occupants et 20 de propriétaires bailleurs. Au 1er juillet 2018, au Bouscat, ce sont 11 propriétaires occupants et 1 propriétaire bailleur qui ont bénéficié des aides aux travaux, mobilisant une enveloppe communale de 11 771. Actuellement, 15 dossiers vont pouvoir se terminer d'ici la fin 2018. Ces dossiers représentent 6 adaptations, 8 énergies, 1 travaux lourds, et ça, ils seront à peu terminés pour fin 2018. Tous ces projets des propriétaires permettent l'amélioration de leur performance énergétique ou d'adapter le logement pour les handicaps ou le vieillissement, et aussi quelques gros travaux dans le cadre de normes de sécurité ou de santé publique. Vous avez remarqué que en propriétaires bailleurs, c'est-à-dire des propriétaires qui sont destinés à louer leur appartement, faire de la réhabilitation pour louer l'appartement ou la maison en question. Nous avons au Bouscat qu'un seul. Et au niveau de la métropole, il y en a aussi beaucoup moins que ceux qui avaient été prévus. Pourquoi ? Parce que le coût de réhabilitation
pour les propriétaires bailleurs étant, même s'ils ont des subventions étant très important, le marginal étant assez important, et comme c'est destiné à être loué, mais le fait de profiter de ces subventions de l'ANA, de la métropole et de la commune, dont la commune du Bouscat, fait que ils n'ont pas de liberté de mettre leur prix de location. Et le prix de location de leur loyer est faible par rapport au prix du marché aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il existe une demande beaucoup moins importante en ce qui concerne les propriétaires bailleurs. Par contre, les propriétaires occupants sont de plus en plus importants à demander ces aides qui peuvent arriver à entre 62 à 64% de leur coût en aide. Le restant, soit il peut être pris à 100% par des caisses de retraite, mais aussi éventuellement à la charge du propriétaire. Donc, ce qui fait que beaucoup de travaux au niveau de l'énergie, par exemple, ça revient à 20 000 euros. Donc, il y a quand même 60% qui est pris en charge par l'ANA, par la ville ou par la métropole. C'est un total qui se fait. Donc, c'est quand même cette convention est une convention fort importante. Ce sont des aides très très importantes qui permettent ainsi de pouvoir avoir des logements qui sont dans des états meilleurs que ce que l'on trouve quelquefois. Aujourd'hui, il est certain que cette convention va se faire. La caisse d'allocation familiale est prévue pour aider à éventuellement identifier des logements qui sont dans un mauvais état et qui sont loués. Et tout le monde le connaît. Donc ça permettra par la suite de pouvoir avoir une identification. Parce que on a des budgets, mais on a aussi des problèmes pour identifier et faire connaître aux propriétaires qu'il existe ces moyens-là pour pouvoir réhabiliter leur logement. Il est certain que des communications ont été faites, sur le Bouscat ou par la métropole, mais il est certain que il faut du temps aussi pour faire connaître ce système-là. Voilà. Alors, compte tenu de ça, compte tenu de l'ensemble des délibérations de la métropole, etc., et du conseil municipal du 24 septembre 2013, je vous demande de donner un avis favorable à la prorogation du programme d'intérêt général, de réserver une enveloppe de 5 000 euros pour financer jusqu'en juin 2019, sachant qu'après il y aura une autre convention, il y a un travail important qui se fait pour cette autre convention. Merci. Oui, je crois que ce qu'il faut bien retenir de tout ceci, c'est que véritablement ce dispositif n'est pas assez connu, n'est pas assez utilisé, ça on en est tous d'accord. On cherche les moyens de le développer dans sa connaissance. Monsieur Alvarez. Oui, monsieur le maire. Alors, je rebondis sur les propos de madame l'adjointe qui sont factuellement vrais par rapport aux propriétaires bailleurs. Un des éléments, moi, que je trouvais très intéressant dans la convention, c'est page 3, le fait que les propriétaires bailleurs souhaitant réaliser des travaux, je cite, de remise à niveau de leur logement, s'engagent à conventionner ces logements durant plusieurs années et à proposer un loyer inférieur au prix du marché. Absolument. Et ça, alors vous dites qu'effectivement, il n'y en a qu'un seul qui s'est engagé là-dedans, parce que ces gens-là font preuve d'une grande rapacité, donc ils veulent qu'on leur fasse les travaux, qu'on les aide, qu'on réhabilite, qu'on leur donne des aides, et une fois que c'est fait, mettre des prix du marché est supérieur au marché. Or, le dispositif
du programme d'intérêt général, c'est précisément l'inverse. Enfin, dans sa philosophie, en tous les cas. Et il faudrait peut-être inciter. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la communication. J'avais une question précise sur le budget. Alors, on a 80 000 euros d'enveloppe et donc, d'après les chiffres qui sont donnés dans le dossier, on en aurait consommé à peu près 32 000 ou 33 000. 32 000. Donc, alors, c'est pas une histoire de consommer pour consommer. Il faut que ce soit évidemment que ça réponde aux objectifs. Mais effectivement, c'est un problème de communication et permettre à de très nombreux propriétaires et les propriétaires bailleurs, justement, avec cet objectif de baisser ensuite les prix de location, avec des travaux conséquents sur notre commune, avec un budget donc qui pourrait être épuisé assez rapidement si la communication était correcte. Je me tourne vers les journalistes qui ont un grand niveau de communication plus que les communes, et d'affirmer que c'est des dispositifs publics qui intéressent tous les citoyens, quoi. Vous avez raison, c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est gagnant pour la personne qui habite parce qu'elle a un logement plus salubre, mieux isolé. C'est gagnant pour la planète parce que l'isolation, ça permet aussi d'éviter des énergies à ne pas utiliser inutilement. C'est gagnant aussi pour la ville qui peut, par ce biais, retrouver quelques éléments de logements sociaux. Logements sociaux, même si c'est 1, 2 ou 3 par-ci par-là, parce qu'on en manque un peu actuellement. Donc je pense que c'est une opération qui est vraiment magnifique, mais elle n'est pas assez connue. J'avais demandé à nos services de me donner 2 exemples, parce que quand on a lancé ce dossier en 2013, pour que le public comprenne bien, j'avais pris l'exemple, un propriétaire, qu'il soit bailleur ou occupant, peu importe, il faut qu'il soit bien sûr dans un logement modeste, ça tout le monde l'a bien compris, mais 1 euro. L'État met 1 euro. L'ANA en l'occurrence met 1 euro. La métropole met un 3e euro, la ville met un 4e euro. Ce qui fait que finalement, ça revient 1 euro sur 4 pour la personne qui bénéficie du système. Alors, je demande au service de me faire une étude de cas, vraiment de cas bouscatés, hein, très précisément. Alors, je reste dans le vrai, mais c'est encore bien mieux que ce qu'on peut imaginer. J'ai un cas précis, propriétaire occupant modeste, très bien. Coût des travaux 12 000, subvention 7 000, donc 1 000 de la ville, l'ANA, ainsi de suite. Reste à charge pour la personne, 5 000. Subvention donc 62%. Donc oui, on n'est pas loin de 75 que j'évoquais. Mais il y a beaucoup mieux. 7 personnes qui habitent en plus rue Poincaré. On n'imagine pas que rue Poincaré, on ait des habitats quasiment indignes. C'est le cas. Propriétaire, occupant très modeste. Les travaux, lourds travaux, 35 000. 35 000 euros de travaux. Subvention 31 000. Reste à charge pour cette personne 3 000 euros, ce qui fait 9%, même pas, ça fait 8,6% très précisément à sa charge. Donc on ne connaît pas assez ces dispositifs, c'est vraiment très dommage. Extrêmement dommage, encore une fois, c'est bien pour les propriétaires, qu'ils soient bailleurs occupants, peu importe, c'est bien pour la planète, et c'est bien pour notre ratio de logements sociaux. Donc dites-le, redites-le, je fais confiance à nos médias qui sont ici présents pour relancer, redire que ce dispositif existe et qu'il est sous-utilisé parce que sous-connu. Voilà, mes chers collègues, je crois qu'on en a assez fait la promotion. Nous nous prononçons peut-être sur la prorogation à la proposition d'Odile Leclerc. Abstention, ça n'est pas le cas. Vote contre, j'imagine que non. Vote pour, unanime. Merci bien, mes chers collègues. Dossier numéro 14, convention avec Enedis pour la pose d'un coffret et la réalisation d'une tranchée sur la parcelle AB 765. Autorisation de signature. Rapporteur Denis Cancard. Bien, monsieur le maire, mes chers collègues, alors il s'agit dans le cadre donc de la mise en place d'une borne de recharge destinée aux véhicules électriques appartenant à Bordeaux Métropole et mise à la disposition de la collectivité dans le cadre de la démarche de mutualisation. Donc Enedis doit réaliser des travaux sur la parcelle AB 765. Là, vous avez le plan qui est joint, qui est donc sur le parking de la direction des services techniques, rue Coudol, c'est juste derrière vous. Donc, les travaux consistent en l'installation d'un coffret et la réalisation d'une tranchée sur 12 mètres de long et 1 mètre de large pour la pose d'un câble donc d'alimentation de 400 volts tel que défini sur le plan annexé. Donc, une convention de servitude entre Enedis et la commune du Bouscat doit être signée afin de permettre tout simplement l'implantation de ces ouvrages. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire ou son représentant a signé la convention de servitude avec Enedis, annexée également, autorisant la pose d'un coffret, la réalisation des tranchées et également, je suppose, la pose du câble. Voilà. Merci bien. Je parlais de bien-être pour la planète, mais ça fait partie du bien-être qu'on peut lui fournir. Et la délibération suivante sera aussi dans le bien-être avec des vélos, donc tout ça, et pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous prononçons, mes chers collègues, abstention, ça n'est pas le cas, vote contre, j'imagine que non, vote pour, unanime, merci bien.
Dossier numéro 15, vélo en libre service sans borne, autorisation d'exploitation sur le domaine public. Rapporteur Gwenaël Lamarque. Merci mes chers collègues. 15e et avant-dernière délibération de notre conseil municipal concernant l'encadrement des vélos en libre service sans borne. Je vais prendre le prétexte de cette délibération pour peut-être revenir avec vous un instant sur l'engagement sincère de notre ville afin de développer et promouvoir les déplacements alternatifs en pleine semaine de la mobilité, alors que nous accueillons à la source une exposition sur le vélo et que nous aurons une projection débat sur santé et mobilité jeudi soir à la source où vous êtes toutes et tous naturellement conviés. Vous rappelez que c'est un engagement déjà ancien de notre collectivité puisqu'il a été au cœur de l'acte 1 de notre agenda 21 piloté par Bernard Ginca, premier adjoint, et qui se traduit surtout actuellement par des réalisations concrètes dans notre ville. Alors bon, on va éviter la liste à l'après-vert, mais on peut citer par exemple les arceaux à vélo en ville, les stations V-Cube, les tournes à droite cyclistes sur certains feux tricolores, 3 quartiers dits apaisés au centre-ville, au quartier Jean Jaurès, au quartier Barrière La Harpe, entre les boulevards et la rue Pasteur, un plan cyclable, un guide d'écomobilité, et puis aussi peut-être un peu moins connu, le prêt de vélo aux riverains habitant sur l'axe des travaux du tramway. Pour votre information, demain à 14h, au pôle de service technique du Bouscat, nous remettrons les 9 premiers vélos aux 9 premiers riverains qui ont voulu, j'allais dire, bénéficier de ce dispositif gratuit. L'action de la ville sera elle aussi demain valorisée puisque nous recevrons demain matin le prix mobilité 2018 pour notamment cette semaine de la mobilité et plus globalement notre action sur les déplacements alternatifs. Ce soir, nous délibérons sur l'encadrement d'un nouveau phénomène lié à l'arrivée des vélos en libre service sans borne, le free floating. Je ne voulais pas utiliser ce mot, mais c'est le mot adéquat, proposé par des opérateurs privés. Si ces services représentent, mes chers collègues, effectivement une nouvelle opportunité complémentaire aux dispositifs publics existants, il convient de prendre un certain nombre de précautions, comme le Conseil métropolitain du 6 juillet dernier l'a proposé via une charte d'engagement des opérateurs de vélos en libre service en borne qui vous a été proposé en annexe de cette délibération. Dès lors, il est demandé au conseil municipal du Bouscat d'approuver la tarification de stationnement vers les opérateurs privés à hauteur de 2 € par an et par vélo, l'inscription de cette recette au BP chapitre 70 et surtout d'autoriser monsieur le maire à délivrer les autorisations de stationnement aux opérateurs privés. Merci beaucoup. Alors, des demandes de parole, Madame Layan, et puis Monsieur Alvarez. Oui, monsieur le maire, chers collègues, oui, il est tout à fait normal pour nous que l'occupation de l'espace public entraîne donc une redevance, donc 2 € par an par vélo, ça nous paraît tout à fait normal. Tout ce qui a trait au vélo et à sa promotion nous intéresse vivement, donc nous saluons la semaine de la mobilité et la projection demain soir de Vélotopia, si je ne m'abuse. Jeudi. Ça fait ça. C'est jeudi. Jeudi soir, pardon. Simplement, nous regrettons l'horaire un peu tôt, le 18h30. Alors, vous avez une conférence ensuite à 19h30 avec le professeur Couzigou qui sera très intéressante aussi, dans la foulée. C'est la raison pour laquelle nous pourrons y être. Et puis nous espérons vivement voir sur le Bouscat les retombées du plan vélo. Donc on espère beaucoup. Merci. Bien sûr, mais nous espérons tous ensemble. Monsieur Alvarez. Très rapidement. Alors, je savais pas que j'avais été victime de free floating. Parce que j'ai trouvé un vélo de cette marque 2 jours de suite devant ma porte. J'étais sûr que tu allais m'en parler. J'ai fait la référence à la langue anglaise pour toi. Donc voilà. Cela étant, c'est que Tu sais d'où ça vient? Non, pas du tout. Chine. Ah, attends, voilà. Alors, c'est peut-être pas si mal que ça. Et donc, de Hong Kong, alors, je retire ce que je viens de dire. Cela étant, on assiste à un phénomène de privatisation de l'espace public. On a vu à Bordeaux des sociétés qui peignaient les trottoirs, sociétés publicitaires, qui considéraient que le trottoir leur appartenait. Et vous faites bien donc de mettre cette redevance que j'approuve. Merci beaucoup. Nous nous prononçons peut-être et vous le faites de manière fouille, n'est-ce pas?
total. Abstention, ça n'est pas le cas. Vote contre, ça n'est pas le cas. Vote pour, unanime. Merci bien mes chers collègues. Dossier numéro 16, Bordeaux Métropole, rapport d'activité 2017, rapporteur Monsieur le maire. Oui, je ne vais pas vous infliger ce document que vous avez quand même lu, peut-être reprendre quelques éléments parce que c'est bien pas de se remémorer ce qui s'est passé l'année précédente. Bon, ce document commence par des généralités de densité, de démographie, et c'est intéressant de voir où se situe le Bouscat. Pratiquement la deuxième plus petite ville de la métropole. La plus petite, c'est Carbon-Blanc. On est le deuxième plus petit territoire de la métropole. Mais en termes de densité, on est les troisièmes après Bordeaux et Talence, vous le savez. Peut-être repasser de manière arbitraire. J'ai pris 2 faits marquants par grand ensemble thématique, mais vous allez comprendre pourquoi. Économie-emploi, 2 faits marquants. En juin, l'appel à manifestation d'intérêt R. Vous savez que nous sommes très concernés par la place Ravzy et que c'est en route. Au mois d'octobre, Hermès annonce son implantation à Saint-Vincent-de-Paul. C'est important aussi que les petites villes comme Saint-Vincent-de-Paul ne soient pas oubliées par la métropole et l'action économique. Habitat urbanisme, dans les faits marquants, un fait qu'on n'a peut-être pas assez mis en avant, c'est l'adhésion de Bordeaux Métropole au futur établissement foncier Nouvelle-Aquitaine qui permet de faire du portage foncier. La métropole en a besoin et ça nous permettra d'être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus rapides dans l'achat de foncier pour de l'action économique ou de l'habitat, pourquoi pas. Nous serons concernés très bientôt, n'est-ce pas, monsieur l'adjoint au scolaire, par le vote d'une enveloppe de 8 millions d'euros pour la création de nouvelles écoles ou de nouvelles classes, tout simplement, ça en fait partie. Voilà pourquoi je me suis autorisé à prendre ce document. Pour ces déplacements, je vous rappelle qu'on a inauguré le 1er juillet la ligne à Grande, donc à 2h04 de Paris. Et au mois de décembre, la pose de la première pierre du pont Simone Veil, qui malheureusement, vous le savez comme moi, prend du retard maintenant, mais les choses sont ainsi. Pour l'environnement, au mois de janvier, assises européennes de la transition énergétique se sont déroulées à Bordeaux, c'est une excellente chose. Et la métropole a adopté aussi son plan climat-énergie à ce moment-là. Et dans le domaine de la culture, je vous rappelle que nous avons inauguré l'Arena au mois de décembre. Pour la gouvernance, je fais très vite. La gouvernance, nous avons transféré 6 équipements sportifs et culturels. Nous ne sommes pas concernés au Bouscat, mais nous aurions pu l'être. En revanche, nous sommes concernés. Bordeaux Métropole a lancé une opération de mécénat pour le pont de Pierre. Nous sommes dans la boucle de cette opération-là par diverses raisons, notamment parce que nous avons mutualisé notre service finance et donc notamment pour le Castel d'Andorre, on en reparlera plus tard, nous pourrons avoir droit à un tirage de mécénat et c'est tout à fait important. Et puis je suis fier de vous le dire, notre service finance de la métropole a obtenu le trophée d'or de la finance au mois d'avril. Je n'y suis pour rien du tout, mais c'est notre service, c'est notre service. Non, pas du tout. Vous les félicitez eux surtout, c'est surtout pas moi. Les territoires, nous avons mutualisé premier bilan au mois de janvier et le deuxième cycle de mutualisation s'est fait également au mois de janvier et je crois que j'en ai terminé pour ceci. Peut-être un mot tout de même parce que c'est ma délégation et c'est bien aussi de savoir comment vont les finances de la métropole. Le compte administratif 2017, dépenses réelles nettes 1,4 milliard, plus 11%, recettes réelles nettes 1,5 milliard, donc il y a un petit décalage entre les deux, ce qui nous permet de dégager un excédent, un résultat net de 54 millions. Ça peut vous paraître confortable, mais par rapport à 1,5 milliard, c'est pas si important que ça. Et surtout, nous sommes en forte baisse par rapport aux années précédentes, et notamment l'année passée, en baisse de la moitié pratiquement. Taux d'exécution absolument recordesque, si j'ose utiliser ce terme qui n'est pas français, j'en suis très conscient, à 78%. Et surtout, une pointe à 82% dans le domaine mobilité et transport. Donc on a là dépensé 82% de ce qui était prévu. Puisque je parle de transport, dans nos recettes de fonctionnement, sachez que, et puis je crois que la presse s'est fait l'écho de demandes de gratuité des transports, sachez tout de même que dans notre fonctionnement, les recettes tarifaires de TBM sont en hausse de 10%, représentent 76 millions d'euros, c'est pas une bagatelle, et le taux de couverture RD, donc recettes sur dépenses, dépasse les 34%. C'est-à-dire plus du tiers du coût réel de déplacement est payé par la billetterie et par les usagers parce qu'ils sont très nombreux, bien sûr. Charge de personnel augmente de 6,8%, c'est pas très très bien. Et plus que 3 petits chiffres, notre épargne nette diminue de 16%. À la métropole aussi, les choses sont compliquées. Notre capacité de désendettement se dégrade très légèrement. Nous passons de 1,8 année à 2,2. Bon, vous me direz, ça reste très confortable. Et notre dette augmente pour être à 615 millions, mais ne vous laissez pas leurrer, nous n'avons fait aucun emprunt l'année précédente.
Nous avons intégré la dette du Matmut, qui vient bien sûr gonfler notre dette, mais nous avons en revanche, et la presse en fait l'écho largement depuis quelque temps, nous avons en retour un paiement des Girondins et du groupe SBA qui vient pratiquement rembourser cette dette sans aucun problème. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long sur ces quelques chiffres et quelques grands événements de la métropole. Monsieur Alvarez ? Oui, enfin, assez rapidement. Il n'est pas désagréable à lire sur papier glacé, ça fait un peu moins rébarbatif que le Code général des impôts. Mais alors il y a deux éléments intéressants. Je vous rejoins là-dessus. L'adhésion au futur établissement foncier Nouvelle-Aquitaine, qui est à mon avis une pièce essentielle dans le dispositif de la métropole pour la maîtrise du foncier, et ça va être une question. Alors ensuite, c'est assez rigolo quand on parle de la pose de la première pierre du pont Simon de Veil. On attend la pose de la deuxième qui sera plus importante et qui va rester, parce que c'est un pont, on l'avait évoqué au dernier conseil. Alors il y a des formulations intéressantes et je m'adresse au président de la commission des finances, enfin du pôle finance, résistant à la mobilisation du levier fiscal. C'est charmant pour pas dire on a augmenté les impôts. Cela étant, il y a des chiffres surprenants. Si on prend rapport après rapport, on a quand même sur les acquisitions foncières, et je voudrais m'arrêter quelques instants là-dessus, on a des mètres carrés en normes qui sont acquis année après année. Je donne quelques chiffres. En 2015, on avait acquis 371 100 mètres carrés. On avait payé 30 millions. La métropole avait un coût de 30 millions d'acquisition. On a eu une acquisition record en 2016, plus d'1 100 000 mètres carrés acquis. 24 millions. On a 3 fois plus d'acquisition et on a un prix inférieur. Et cette année, on est à 450 000 mètres carrés d'acquisition et on est à 68 millions. Comprendre qui pourra. Alors, j'ai retrouvé quelques chiffres. Alors, fait une petite incidente. Peut-être que les services métropolitains et les services qui font les indemnisations des citoyens. On a eu une affaire qui a défrayé la chronique, qui a fait l'objet d'un article samedi dernier. 2 citoyens de notre commune, Madame Viguier et Monsieur Manoté, qui ont obtenu du juge de l'expropriation des prix qui plus conformes à la réalité des tarifs qui sont faits sur le Bouscat. Et la métropole avait osé mettre en place des tarifs. Alors on propose 315 € ou 350 € au mètre carré à cette dame, et dans 400 €, et le juge de l'expropriation qui est revenu propose lui 1000 € à cette dame et 800 € pour le citoyen Manoté. Donc on est quand même, je m'inquiète sur le chiffrage et des agents de la métropole. Vous savez que pas un turiféraire de la métropole, mais là, en matière de finances et d'acquisition de mètres carrés, j'ai mis un doute. D'autant plus que quand on regarde, par exemple, les parcs de stationnement, on a obtenu, alors là c'est un chiffre ahurissant, en 2016, 14 121 mètres carrés pour les parcs de stationnement, et on en a eu pour 1 221 000 € d'acquisition. On acquiert 17 000 mètres carrés l'année dernière, dans le rapport d'activité que vous nous présentez, et on est à 18 millions. Alors, où on a trouvé du pétrole dans ces parcs de stationnement, où il y a quelque chose, parce que là 18 fois plus pour à peu près la même surface, je ne comprends pas. Et à ma connaissance, on n'a pas construit des centaines et des centaines de places alors il doit y avoir une explication technique, je la réclame, et ça va exactement la même chose pour le transport, pour la voirie, pour l'aménagement urbain. Donc je mets un peu en doute là-dessus sur la capacité financière de nos services qui ont reçu, vous dites, la médaille Trophée d'or. Je m'inquiète pour ceux qui ont la médaille d'argent et la médaille de bronze, et encore plus pour ceux qui n'ont pas eu de médaille du tout. Ensuite, il y a des éléments importants, parce que le dossier nous permet, dans ce dossier, d'avoir quand même un élément sur le logement, avec une augmentation des PLS, des PLUS et des PLAI, ce qui est bon sur les prêts, sur la construction. Sur la gouvernance, je ne vous suivrai pas. Et dernier petit élément, sur la métropole. Peut-être que l'an prochain ou dans 2 ans, nous aurons un rapport métropolitain qui nous présentera les nouvelles compétences de la métropole, puisque vous le savez, le président de Bordeaux Métropole, qui est reçu, alors je ne sais pas si c'est nuitamment, ça devait être dans la journée, à l'Élysée,
est en train de négocier avec d'autres présidents de la métropole et avec le président de la République l'extension des compétences métropolitaines à l'image de ce qui se fait à Lyon. C'est peut-être pour ça que M. Collomb a décidé de revenir à Lyon. Mais c'est pas une petite affaire parce qu'on va vampiriser sur le territoire de la Gironde les compétences du département sur le territoire métropolitain. C'est-à-dire que la métropole, en clair, va prendre les compétences du département sur l'espace métropolitain. Et ça, c'est pas une petite affaire. Quand le président Juppé était venu ici, on lui avait posé 2 questions. Il n'était pas très favorable. Il était pour des compétences partagées. Il avait répondu. Et il avait deuxième élément, à mon avis, de la fusée, qui va arriver avant 2020, l'élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct, ce qui fera de la métropole la grande patronne, et nous, les pauvres conseillers municipaux et les communes, relégués au rang de faire valoir ce qui est pour la démocratie française, à mon avis, une atteinte. Alors, ce sont des suppositions, qui reposent sur une réalité, c'est-à-dire qu'il y a eu des annonces quand même de la part de ces présidents. Il y avait Nice, M. Estrosi, Moudenc de Toulouse, Nantes, je crois, et M. Juppé. Donc c'est assez inquiétant, et je m'inquiète donc à la fois pour les finances et surtout pour les compétences des communes qui vont être une nouvelle fois reléguées. Voilà ce qu'on peut dire, à mon avis, sur un regard critique sur ce rapport annuel d'activité. Merci. Alors, je ne pense pas à la place d'Alain Juppé, ça, j'ai pas cette prétention. Mais j'entends et j'écoute ce qu'il nous dit en petit comité. Je ne crois pas du tout qu'il ait changé d'avis. Je crois qu'Alain Juppé fait partie des maires et présidents de métropole qui défendent l'identité communale, la fonction d'une commune de proximité, c'est évident. Je ne crois pas qu'il ait un esprit de vampirisme du département du tout. Non, je ne l'ai pas entendu dire ça, bien au contraire, vraiment bien au contraire. Encore récemment, on parlait de tout ceci avec l'exemple de Lyon. Non, c'est pas du tout dans son état d'esprit, et encore moins dans le mien. Encore moins dans la mesure où je crois que nos communes sont quand même la première porte ouverte à nos concitoyens, le premier guichet qui s'offre à eux. Et c'est souvent bien plus qu'un guichet, c'est une aide de premier choix, de premier ordre, et ça me semble complètement indispensable et incontournable. Bien sûr, les compétences de la métropole vont en grandissant, mais elles ne sont parfois logiques. Je pense qu'il est logique qu'une métropole s'occupe de collecte, s'occupe d'assainissement, s'occupe de transport, c'est évident. Pour le reste, je crois que tout ce qui est de l'action sociale, scolaire, culturelle et de proximité doit rester absolument du domaine des maires et des mairies, bien sûr. Ça me semble évident. Alors, vous l'avez dit, nous avons résisté à la tentation du levier fiscal. Bon, oui, bien que Oscar Wilde le disait, je résiste à tout, sauf à la tentation. Ça, c'est pas moi qui le disais, c'est lui. Pour ce qui est du prix des terrains, alors c'est vrai qu'on a eu des retours d'informations ces jours derniers concernant des terrains du Bouscat. Moi, je vais pas épiloguer là-dessus parce que c'est quand même extrêmement compliqué. J'ai le souvenir que, pour ce qui nous concerne, nous, la ville, quand nous avons fait le transfert de nos terrains avec la paroisse, des terrains ont été évalués 200 € de mémoire, je vous dis ça, d'un côté de l'église, et 420 € de l'autre côté. Même trottoir, même commune, même centre. Par domaine, par les domaines. Donc, quand on est déjà sur le même lieu, dans la même orientation, même situation du simple au double, à quelques mois d'écart, ça vous laisse un peu rêveur. Je ne suis pas totalement surpris qu'il y ait des chiffres aussi incohérents que ça. Malgré tout, quand on est à x18, là, je commence, comme vous, à m'interroger vraiment, et on va en reparler ensemble, et j'irai chercher des informations pour vous les donner. Mais vraiment, moi, je veux pas entrer dans cette polémique de demander au juge d'expropriation tel ou tel chiffre. Il y a des règles, on les applique, on essaie d'être le plus éthique possible en fonction de ce que les domaines nous donnent. Quand il y a des demandes de riverains particuliers, moi je suis parfaitement d'accord pour qu'ils fassent bien sur leur démarche. Et je suis heureux, je le dis à l'un de nos administrés qui est dans la salle à l'instant, à l'entrée de la salle, je suis très heureux, mais vraiment très heureux pour lui qu'il a obtenu gain de cause, même si pour le président, le vice-président aux finances, ça coûte un peu plus cher, ça c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que nos concitoyens ne se sentent pas ni lésés, ni malmenés, encore moins méprisés. Ça me paraît évident. Et ça n'est pas le cas du maire du Bouscat, vous le savez très bien. Qu'il y ait effectivement des chiffres qui ne soient pas tout à fait concordants, mais c'est classique. C'est la voie du marché, on le sait tous. Un terrain ici vaut plus cher qu'un terrain là, une maison ici vaut plus cher qu'une maison là, et inversement. C'est la loi du marché, on l'applique. Mais encore une fois, x18, ça m'étonne comme vous, et j'irai quand même chercher des renseignements beaucoup plus précis malgré tout. Puisque nos services ont eu le trophée d'or, ils sont capables de nous répondre, j'en suis certain.
Merci mes chers collègues. Pas d'autres demandes de parole. Là, il n'y a pas de vote. C'était une. Alors, je voudrais vous ajouter, mais très vite. Je ne voulais pas dire en début de conseil parce que j'avais peur de vous faire peur quant à la durée des débats. Je voudrais ajouter une question. Je sais que Madame Layan a aussi une question à nous poser. Nous allons fêter le centenaire de la fin du conflit. Le 11 novembre, de 14-18, en présence d'invités de marque, à savoir peut-être le maire d'Arnstadt, en tout cas une délégation allemande, ça c'est sûr, et aussi, et ça c'est la bonne nouvelle que j'ai reçue pas plus tard qu'hier par mail, de notre autre ville jumelle américaine, celle-ci, de Madame le maire de Glen Ellyn, Diane McGinley. Je pense que, ça fait 4 ans que nous sommes jumelés, je pense que nous devrions, en dehors bien sûr de la cérémonie patriotique républicaine qui aura lieu le dimanche 11 novembre, nous devrions peut-être proposer de baptiser un lieu, une place, nous allons parler à l'instant, du nom de Glen Ellyn. Nous l'avons fait pour le square d'Arnstadt. Je pense que nous devrions profiter de la venue de Madame le maire de Glen Ellyn pour baptiser. Je vous fais une proposition, on en a parlé entre nous depuis quelques jours. Nous pourrions peut-être baptiser le nouveau rond-point qui fait le rond-point entre la rue des Écus et l'avenue Léon Blum, le baptiser rond-point Glen Ellyn. Ça aurait de l'allure, c'est un très beau rond-point, il est tout neuf, il est fleuri, il est mis en eau, et je pense que nous pourrions peut-être faire ceci avec une cérémonie relativement simple malgré tout le samedi dans l'après-midi, parce que ça n'arrivera que le samedi à midi par avion pour repartir dès le lundi matin, donc le temps nous est compté. Donc voilà la proposition que je vous fais. Seriez-vous d'accord pour que nous baptisions la veille du 11 novembre ce rond-point Glen Ellyn? Voilà la proposition que je vous fais. Si vous avez un avis, je vous en prie de me le donner. Madame Layan, vous aviez un avis là-dessus? Allez-y. Non, si vous nous assurez qu'actuellement il ne s'appelle pas rond-point Jean Jaurès, nous sommes favorables. Non, il s'appellerait rond-point Glen Ellyn. Si vous en êtes tous d'accord, bien sûr, parce que ça serait quand même mieux que nous soyons tout à fait unanimes. Je pourrais lui dire, bien sûr, que le Conseil s'est unanimement prononcé pour cette proposition. Monsieur Alvarez. Oui, sur le principe, pas de problème. J'ai une question à vous poser néanmoins. La maire de Glen Ellyn, elle est trumpiste ou pas? Écoutez, je ne suis pas encore allé jusque-là parce que pour tout vous dire, je ne dis pas que je m'en fiche, c'est pas le mot, mais je pense que dans nos relations de jumelage, on a eu l'expérience avec Arnstadt, on a quand même eu 4 maires successifs, je crois qu'on en est au 4e ou au 1, 2, 3, 4, 4e, voilà, 4e. Bon, ils ont eu diverses couleurs, plutôt CDU, plutôt vert, plutôt voilà. Ça a failli être SPD, mais bon, on est revenu sur CDU. Je m'en suis jamais préoccupé. Je crois que les relations amicales et même d'amitié que nous avons avec nos partenaires jumeaux doivent tout à fait faire fi de ces considérations. Donc vous en doutez. Je sais ce qu'était Alex de Mons, le maire précédent, qui est venu ici, souvenez-vous, en conseil ici il y a 4 ans. Il était républicain. Je ne suis pas sûr qu'il était trumpiste à fond. Il était républicain, c'est vrai. Voilà. Quant à Diane McGinley, est-ce que tu en sais plus, Gwenaël? Non. Honnêtement, le seuil des relations, on n'a jamais abordé la question de l'étiquette, en sachant, Patrick, qu'aux États-Unis, les étiquettes sont peut-être moins marquées qu'en Europe et qu'en France, et qu'on se situe aussi, tu le sais sûrement aussi bien que moi, dans une région qui est quand même à forte consonance démocrate, puisque nous sommes dans le nord-est élargi des États-Unis et vers Chicago, qui était l'ancienne ville du président Obama. Et peut-être que là, un point, il faut toujours faire une distinction dans les jumelages entre les étiquettes politiques et les relations de ferme amitié entre les peuples. Tu sais, je pense que l'amitié franco-américaine survivra à la présidence Trump, et heureusement pour nous. Donc il faut aller un peu au-delà. Merci. Voilà, si je comprends bien, c'est unanime. Monsieur Marceron, vous avez un avis différent? Non? Bon, donc nous prononçons cette proposition. Je suis désolé de vous la avancer comme ça, mais j'ai reçu le mail hier matin, donc c'est compliqué de réagir tout de suite. Non, ce que je trouve très bien, c'est que Alex de Mons, comme tous les maires, n'avait que 4 ans pour mettre ça en place. Le jumelage a été mis en place, il l'a porté, il l'a poussé, il est venu à notre première invitation. Nous y sommes allés, d'autres y sont allés. On a accueilli des cyclistes. Nous sommes allés aussi pédaler là-bas. Et je trouve que c'est quand même très bien que Madame le maire de Glen Ellyn, la première invitation pour cet événement-là, nous dit oui tout de suite, s'organise presque au pied levé pour nous retrouver. Et je trouve que c'est très fort et c'est très, très prometteur pour notre jumelage. Nous prononçons, pas d'abstention, ah oui, monsieur le premier adjoint, pardon. Je voulais juste dire que pour les États-Unis, un rond-point au carrefour entre Léon Blum et les Écus, c'est-à-dire entre la démocratie et l'argent, c'était quand même pas mal.
Je ne dirai pas ça dans mon discours. Alors, j'avais démarré. Abstention non, vote contre non, vote pour, unanime. Merci mes chers collègues. Madame Layan, vous avez la parole. Je crois que vous voulez revenir sur la piscine. Allez-y. Oui, nous avions longuement évoqué, vous vous en rappelez certainement, l'avenir de la piscine, de notre piscine lors du dernier conseil municipal, donc du 27 juin. Il apparaît certainement à vos yeux qu'il est peut-être nécessaire de créer un groupe de travail ou un comité de pilotage sur ce projet. Et nous nous permettons de vous suggérer vivement de l'ouvrir si vous le créez à l'opposition. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je vous l'ai dit hier, je suis tout à fait favorable, bien sûr, à cette ouverture, qui pour moi n'est pas une ouverture, elle est d'évidence. Chaque fois que il y a un intérêt vraiment très important, très général pour les bouscatés, moi je souhaite vraiment que nous soyons tous ensemble à travailler. Et vous savez que à la fois ma porte vous est ouverte, vous le savez très bien, mais aussi nos groupes de travail vous sont ouverts. Il suffit de nous en parler, de nous le demander. Pour que ce soit fait. Bernard Juncker a demandé la parole, je vais la lui donner. Mais je souhaiterais peut-être qu'aussi notre nouvel adjoint au sport, Philippe, nous fasse un petit point sur ce qui s'est passé depuis 48 heures avec le choix du programmiste. Bernard Juncker, puis Philippe Fargeon. Simplement pour dire qu'on est dans l'actualité, puisque cet après-midi, nous avions une réunion entre quelques élus des services municipaux et la programmiste qui a été choisie pour les travaux envisagés à la piscine, qui a eu l'occasion de nous dérouler à la fois le planning supposé des travaux, dès qu'ils seront décidés, mais également sa méthodologie, sa méthode de travail, qui inclut notamment la nomination d'un chef de projet, ce qui a été fait, et la création d'un comité de pilotage. Donc votre proposition est d'actualité. Ce comité de pilotage fera partie de nos méthodes de travail. Il reste maintenant à le doter de chair humaine. Merci. Peut-être complément par Philippe. Oui, c'est exactement ça. Donc la programmiste a été choisie. Il faut savoir qu'on va partir sur 3 phases. Alors on n'a pas encore défini totalement dans quel sens on va les mettre, mais c'est vrai qu'il y a dans une première partie, il va y avoir l'accueil. C'est vrai que l'accueil est à refaire, peut-être tout ce qui est vestiaire. La deuxième partie, c'est de connaître un peu aussi l'existant, cette fameuse piscine, savoir dans quel état elle est. Elle a quand même été créée dans les années 60, donc il faut quand même vérifier. Et puis la troisième partie, c'est d'avoir l'idée d'avoir un bassin extérieur. Alors c'est pas pour faire une piscine olympique, je vous rassure tout de suite, mais c'est simplement pour permettre peut-être d'avoir une piscine un peu plus attractive. Ça va très vite parce que on a fait cette réunion cet après-midi, la programmiste sera dès le début de semaine prochaine sur la piscine. On a déjà pris rendez-vous avec le personnel de la piscine pour qu'elle les rencontre. Et puis derrière, on organisera bien évidemment avec les usagers, notamment les associations qui sont concernées, natation, plongée subaquatique, et puis tous ceux qui font de la sécurité et de la sauvegarde en mer. Voilà, donc on avance. Très bien. Les années 60, c'est même 68 très précisément, ça fait 50 ans très précisément. Donc c'est facile à se souvenir. Autre question, donc on va vous associer très, très évidemment. Autre question diverse des uns ou des autres. Si ce n'est pas le cas, je vous donne une dernière date. Le 11 décembre, ce sera notre prochain conseil municipal où nous aurons à aborder le DOB, qui s'appelle maintenant le ROB, qui est le rapport d'orientation budgétaire. Et non plus un débat, mais un rapport. Voilà. Voilà, merci à notre secrétaire d'avoir œuvré, et merci au public d'avoir été patient, et merci à tous pour votre collaboration. Bonne soirée.